Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 21 octobre 2022 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug, j'espère que vous allez bien, désolé pour les petites minutes de retard, quelques petits soucis de transport ce matin, disons que le, le bus n'est pas une valeur sûre à Paris, voilà. Bonjour à tous, salut le fanfaron, salut Subsonic, salut Technisavoir, comment tu vas, salut TDNwebe, le BG bien sûr du chat. Forintitude, Arukarisu, j'imagine que je prononce bien ton pseudo, j'essaye en tout cas. Bonjour à tous, bien très content de vous retrouver, bienvenue dans le Mug. Ce matin, on a pas mal de choses dont on va parler ce matin, des articles très intéressants, c'est très très cool. Sur Paris, le bus c'est pire que le RER. Je préfère le bus au RER quand même. Je vais pas te mentir, le RER à Paris c'est pas une expérience incroyable, hein, voilà. Jérôme fait la grasse mat. Non, je rattrape les mugs, le mug que j'ai pas pu faire la semaine dernière vu que j'étais malade. Voilà. Bonjour à tous en tout cas, hein. J'espère que vous allez tous bien. Installez-vous confortablement. On va faire le mug ce matin, ça va être très 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 chouette. Et pas grand chose à raconter, donc écoutez, on peut lancer tout de suite le Kawa. Alors, dans les articles du jour, nous allons commencer par un article que j'ai trouvé super intéressant. Je commence un peu chaud, un peu direct, parce que c'est un article qui va être assez long, a priori. Un espèce de bilan des chiffres d'Internet et de la consommation des médias, des réseaux sociaux. Un article un peu axé marketing, hein. Blog du modérateur, c'est un blog qui parle quand même beaucoup de marketing. Mais vraiment, un article que j'ai trouvé intéressant, qui peut être, je pense qu'il peut être très sympa. C'est très sympa d'avoir tous les chiffres en tête dont on va discuter justement un peu ce matin. Arrête, je suis dans le RER. Bah, bon courage à toi en tout cas. Shield RX. Si tu fais un bilan, fais-le calmement. C'est une phrase de quelqu'un, ça? Okay. On dit bien une espèce, bien sûr. Les chiffres clés d'Internet et des réseaux sociaux dans le monde en octobre 2022. Donc c'est une étude réalisée par We Are Social et Hootsuite, mise à jour avec les chiffres du mois d'octobre 2022. Alors, on va pas forcément passer du temps sur les graphiques, mais plutôt justement sur les chiffres donnés dans l'article qui récapitulent un petit peu justement ces infographies. Donc les 10 principaux chiffres à retenir en octobre 2022 pour ce qui concerne Internet, en se remémorant chaque instant. Fais-le calmement. Ok, c'était bien une référence, il m'a bien semblé en tout cas. Voilà, attention au réglage. Non, tout va bien. Est-ce que le micro est un peu faible? Il y a des gens qui nous ont dit que le micro était faible. Et c'est vrai qu'en parlant, je le trouve un petit peu faible. Attendez, je vais monter un peu ça. J'ai monté un petit peu le micro. Ouais, je pense que ça va être un peu mieux. Il y a une personne qui se plaignait sur Twitter, sur Discord à juste titre, que le micro était un petit peu faible. Je pense qu'il va être mieux là. Je pense qu'il devrait être un tout petit peu plus équilibré. Donc les 10 principaux chiffres à retenir d'octobre 2022. Donc, nous sommes 7,99 milliards d'êtres humains dans le monde. Bref, en gros, on est quasiment 8 milliards. Sur ces 8 milliards, il y en a 5,07, donc 63,5% de la population qui sont des internautes. Donc on est quand même beaucoup à être sur Internet, mais on est beaucoup à ne pas être sur Internet aussi. Parce qu'au final, ça fait quand même 36,5%, si je fais un petit calcul de tête, 36,5% des gens qui ne sont pas du tout sur Internet, donc c'est quand même un tiers de la population qui n'a pas accès à Internet. 171 millions de nouveaux internautes sur les 12 derniers mois, donc plus 3,5%.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de mobinotes que d'internautes. Donc il y a plus de personnes qui surfent sur Internet sur leur téléphone mobile que, j'imagine que ce qu'ils appellent internautes, c'est des personnes qui sont depuis un ordinateur. Ça me paraît pas non plus complètement délirant. 4,74 milliards de socionautes, donc des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, donc 60% des gens. 190 millions de nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux au cours des derniers mois, très bien. 96,1% des internautes utilisent leur mobile pour surfer sur le web, donc la quasi-intégralité. 6h37 passées en moyenne sur Internet par jour en recul de 20 minutes. Ça, c'est quand même assez intéressant, le recul de 20 minutes. Je ne sais pas à quoi il est dû, ce recul. Je serais très curieux d'avoir un peu une analyse là-dessus. N'hésitez pas à commenter dans le chat un petit peu les chiffres, ce que vous en pensez. Si vous êtes surpris ou pas par certains chiffres. Pour l'instant, pas trop. Juste le recul de 20 minutes, je suis un peu curieux quand même. 2h28 passées en moyenne sur les réseaux sociaux par jour, donc plus 1 minute. Donc ça, c'est une stat que je connaissais déjà. Et effectivement, en moyenne, les gens passent beaucoup de temps, mais alors beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. 7,2 plateformes utilisées en moyenne par les socionautes chaque mois. Alors, c'est un peu vague, plateforme, j'aurais bien aimé une définition, mais ok. Commenter les chiffres, ils sont beaux, pas trop gros, ils sont compliqués. Réseaux sociaux, donc Meta affiche une perte d'audience publicitaire sur toutes ses applications, donc intéressant de voir effectivement que tous les services de Meta perdent, on va dire, sont en décroissance. Facebook a perdu 4,1% Alors c'est quoi? C'est le nombre d'utilisateurs? C'est les audiences publicitaires? Ouais, c'est les audiences publicitaires, très bien. Instagram, moins 3,8%, Facebook Messenger, moins 2,4%, et donc combiné, Meta perd moins 5,5%, avec une baisse de 161 millions d'utilisateurs. Vous allez voir, c'est pas non plus la fin de Facebook, il y a un autre chiffre derrière qui en parle un peu, mais c'est intéressant. Donc Facebook reste le réseau social le plus utilisé dans le monde, pour vous montrer un peu. Alors celui-là, je le trouve assez rigolo. Donc Facebook, on a vite fait de dire oui, Facebook est en train de mourir, Putain, j'avais de travers. Ouah, c'est compliqué ce matin. Donc, Facebook, c'est quoi? C'est en millions. Global Active User. Ouais, c'est en millions d'utilisateurs. Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé. Ensuite, il y a YouTube. Donc, beaucoup de gens disent que YouTube est en train de mourir. Pas du tout non plus. WhatsApp, c'est toujours curieux de le voir comme une plateforme de réseau social. Alors que pour moi, c'est tout d'abord un chat avant d'être un réseau social. Instagram qui est derrière, WeChat qui est très utilisé aussi, mais pas du tout dans nos contrées occidentales, Facebook Messenger, TikTok qui est juste derrière Facebook Messenger. Donc quand même, TikTok prend beaucoup d'ampleur, mais Facebook Messenger reste devant, même si encore une fois, Facebook Messenger, c'est un peu étonnant de le mettre dans cette catégorie de plateforme sociale, même si après plateforme sociale en soi c'est aussi pourquoi pas des discussions, donc je sais pas, ok. Telegram qui est très utilisé, Douyin, je sais pas ce que c'est. Douyin, c'est peut-être chinois. Kuaishou, Sina Weibo, Snapchat, QQ, Twitter, Pinterest, Reddit et Quora. Donc Reddit aussi qui a une assez grosse importance. Mais oui, Facebook qui la stat à retenir, c'est que Facebook effectivement est la plateforme encore aujourd'hui la plus utilisée, bien sûr. En termes de temps passé sur une plateforme, ouais, ça doit être chinois, je pense. Au Brésil, par exemple, c'est un réseau social WhatsApp. Le président actuel lançait des fake news dessus. C'est vrai? Ok. YouTube est considéré comme un réseau social. Je considère YouTube plus comme un réseau social que WhatsApp, par exemple. Parce que YouTube, tu as les commentaires, tu as des vidéos, tu as des posts, en fait. En soi, YouTube, je trouve, est plus un réseau social que le reste. Donc le temps utilisé, le temps passé sur des applications, donc YouTube est le top du top, mais effectivement parce que quand on est sur YouTube, on regarde des longues vidéos en règle générale, donc en moyenne c'est 23,4 heures par mois passées sur YouTube. TikTok est juste derrière, donc le temps d'attention qu'a capté TikTok est quand même assez incroyable. Et c'est une des progressions les plus spectaculaires. Facebook est juste derrière et il faut vraiment pas sous-estimer Facebook. Moi je sais que quand je prends le bus le matin, c'est un truc que j'ai observé. Alors, ça vaut pas grand-chose, c'est pas une étude scientifique, j'ai pas un panel assez représentatif, mais j'ai vraiment remarqué
que la majorité des gens qui s'asseyaient autour de moi, on va dire qu'il y avait probablement plutôt la quarantaine, utilisaient Facebook. Beaucoup Facebook. Donc c'est et c'est un pattern que je vois régulièrement, tous les jours en fait. Tous les jours, on va dire des gens qui ont la quarantaine, probablement des actifs, qui rentrent du boulot. Je vois beaucoup de gens sur Facebook. Beaucoup de gens sur Facebook. Donc cette stat ne m'étonne pas. C'est là où nous, souvent, on peut être un peu enfermés dans notre bulle. C'est, par exemple, Jérôme et moi, on n'utilise pas du tout Facebook. Je pense que les gens qui bossent à Naotech n'utilisent pas Facebook. Je pense que dans le chat, la majorité d'entre vous utilisez peu Facebook, je pense, le réseau social. Pas les discussions, hein, je parle uniquement de scroller sur le réseau social. Donc on a vite fait d'être enfermé dans notre bulle, mais on n'est pas représentatif du tout. La quarantaine, soit millennials, sont à fond sur Facebook. Alors les Xers, par contre, j'ai la génération X, c'est ça? Je bosse à WAS et pour nous, la définition de social media doit être entendue au sens large. C'est tout ce qui intègre une dimension conversationnelle. Ok, très bien. Je suis atypique, je n'ai pas Facebook. J'utilise Facebook car ça me permet de rester en contact avec des personnes qui sont loin. Est-ce que tu utilises Facebook pour discuter ou est-ce que tu utilises le réseau social Facebook, le scroll? Salut des cappuccinos, bienvenue à toi. Très joli pseudo. Line, tu connais pas Line? Alors Line pour le coup je l'utilise moi parce que j'ai une personne qui habite dans ma famille qui habite très loin. Qui habite en Asie et Line en fait c'est ce que j'utilise pour discuter avec elle. Line est très populaire surtout en Asie, mais pas Asie-Chine, Asie hors Chine, donc ça va être Corée du Sud, Japon et autres. Voilà. Dans le métro tout le monde est sur Facebook, c'est incroyable. Mais beaucoup de monde est sur Facebook encore, hein. Il y a une stat qui dit qu'on fait plus de recherches sur YouTube que sur le moteur de Google. Ouais, c'est pas impossible. Il y a même des trucs qui montraient que les ados chercher beaucoup plus sur TikTok, sur YouTube que sur Google. Et c'est un truc qui est très déroutant pour moi, par exemple, ma génération, qui a vraiment grandi avec la recherche Google. Mais comme quoi, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des géants indétrônables. Mais rappelez-vous de Nokia, rappelez-vous de plein d'entreprises qu'on croyait indémodables et en fait qui se sont pété la gueule, hein. Et Google peut se péter la gueule si les nouvelles générations sont pas habituées à utiliser Google, parce qu'en fait, elles ont leurs résultats via YouTube ou via d'autres choses. Ça peut complètement disparaître, quoi. Dans l'ordre, putain, tu les connais de tête, Jérôme? Boomers, Xers, Millennials, Génération Z. C'est quand même des... C'est où? Waouh. Ma grand-mère aussi, elle cherche tout sur YouTube et pas sur Google. Si Google se pète la gueule, je mange mon chapeau. Je dois être un ado alors parce que j'utilise presque jamais Google pour mes recherches internet. Ah, mais c'est intéressant. Après Google, c'est YouTube. Oui, mais c'est quand même une autre... Enfin, c'est possédé par Google, mais c'est pas le moteur de recherche Google. Il y a aussi l'aspect commerce-association qui fait que si tu es encore plus ou moins forcé d'avoir une présence sur Facebook pour la clientèle. Ah, bien sûr. Non, mais Facebook est encore très puissant. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que Line... les gens passent énormément de temps dessus. Je ne m'attendais pas à le voir dans cette liste. Après Telegram, Snapchat, ok. Snapchat qui est pas très haut, hein, dans les résultats. Il y a aussi toute une partie sur les Reels. Donc les réels ou les Reels, donc les vidéos très courtes à la TikTok. Et donc là, les stats sont... Alors attendez, ils disent quoi? Le réel et le format de vidéo méta pour concurrencer TikTok, le nombre d'utilisateurs que les spécialistes du marketing, gna gna gna. Oui, donc ça, c'est les chiffres des personnes, du nombre de personnes atteintes par certains types de placements. Donc par les stories, par les résultats de recherche, par les marketplaces, les articles instantanés et les Reels. D'ailleurs, on voit que les Reels atteignent une majorité d'hommes et moins de femmes. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est dommage de ne pas avoir un peu des explications sur certains chiffres. Après, je pense que l'article durerait 46 000 ans, donc tant mieux aussi. Mais j'aurais été très curieux de savoir pourquoi les hommes sont plus atteints par des Reels que les femmes. Quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que les hommes consomment peut-être certains types de Reels qui font plus vendre? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Du côté d'Instagram, le nombre d'utilisateurs qui peuvent être atteints par des publicités dans le flux des Reels a également augmenté depuis le trimestre dernier, mais de manière moins marquée. 0,5% de plus. Ok, très bien.
Les internautes atteindront le statut de supermajorité en 2023. Donc l'édition d'octobre 2022 du Digital Report affirme que les dernières recherches effectuées par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications et GSMA Intelligence, indiquent que plus des 2 tiers de la population mondiale utiliseront Internet d'ici à la fin 2023. Bon, on y est déjà quasiment en fait. En d'autres termes, 2 fois plus de personnes seront en ligne que hors ligne, conférant ainsi aux internautes le statut de supermajorité. Ok, pourquoi poser le mot de supermajorité sur ça? C'est une majorité, non? Super. C'est un terme connu en statistique, supermajorité? Parce que je trouve que le terme fait très bullshit corpo, mais peut-être il y a une raison de l'utiliser. Cet article est un résumé de toute l'étude, les explications détaillées sont peut-être sur l'étude originale. Oui, non, tout à fait. We Are Social et Hootsuite soulignent cependant que les utilisateurs d'Internet dans le monde ont augmenté de seulement 3,5% au cours de l'année 2022, soit moins d'un demi-million de nouveaux utilisateurs par jour. Très bien. Le temps passé sur Internet en baisse. Ah, il va y avoir peut-être un peu des explications. Les recherches menées par Global Web Index montrent que le temps moyen que les utilisateurs passent sur Internet chaque jour a également diminué au cours des derniers mois. Les derniers chiffres publiés révèlent que l'internaute type, en âge de travailler, passe à présent 6h37 par jour à utiliser des appareils et des services connectés, soit 20 minutes de moins que les 6h57 par jour passées en ligne l'année dernière à la même période. A noter que cette baisse de 4,8% en glissement annuel signifie que les gens passent actuellement moins de temps en ligne qu'au 2e trimestre 2019, soit bien avant que la pandémie ne change profondément les comportements numériques dans le monde. Ok. Les gens passent moins de temps en ligne, ouais, ok. Est-ce qu'il y a une saturation à cause du confinement, du fait d'être sur Internet, d'être les yeux sur un écran? Je ne sais pas, c'est une question assez intéressante. Nous pensons que le monde a effectivement atteint un point de saturation, c'est ce qu'ils disent. Ces derniers mois, le temps moyen quotidien a en fait diminué dans le monde entier, toutes générations confondues, et même dans les marchés en croissance comme le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Nous pensons que ce phénomène est principalement dû à une méfiance accrue à l'égard des informations et à une anxiété croissante induite par les médias sociaux, d'autant plus que ces derniers représentent une part de plus en plus importante du temps global passé en ligne. Je peux partager ce côté anxiété croissante. Je peux peut-être le partager parce que je pense que je me surprends moi-même à être moins sur les réseaux pour être moins anxieux de l'actualité mondiale. Alors je ne sais pas si c'est un truc que vous partagez dans le chat. Est-ce que vous avez réduit votre utilisation des réseaux parce que justement ça générait, on va dire, des sentiments désagréables? Très curieux de savoir si c'est un truc que vous ressentez aussi ou pas. Parce que je pense que je partage un peu. Je partage un peu. Oui, entre autres. En partie comme pour la télé et la radio. Twitter, je l'ai supprimé parce que ça me foutait la déprime. Ouais, Twitter fonctionne beaucoup sur le côté... on râle pour tout. J'ai fait ça avec la télé. Si YouTube est un réseau social, alors c'est le seul réseau que j'utilise. J'ai arrêté Facebook au moment des confinements, clairement réduit. Ok, vous êtes plusieurs à partager. Et alors, si des gens n'ont pas réduit, n'hésitez pas à vous manifester aussi, pour pas qu'on soit dans un effet de bulle. Ça fait 1 semaine que j'ai désinstallé Facebook. Ok, Shimaera. Ok. Tu te prenais trop la tête avec les gens. C'est un vrai truc, ça. C'est effectivement... C'est un peu le côté... Twitter a un peu ce côté repas de famille où même des gens que tu aimes vont parfois sortir des avis sur certains sujets que t'as pas trop envie d'entendre en fait. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont très désagréables et qui font que des fois... En fait, des fois, tu vas être ami avec des gens et tu seras pas tout le temps raccord sur plein de sujets de société. Et des fois, c'est pas tout... Enfin, des fois, c'est bien aussi de pas connaître toutes les opinions des gens. Merci Bipascal, merci pour les gens qui ont sub, excusez-moi je vous ai complètement loupé. Merci Bob du 08, Locan, Wormhole Theory, Giant Balls, vraiment un pseudo exceptionnel, Benzine Vidéaste et Bipascal. Merci pour vos subs. C'est clairement ça, Facebook, t'as pas envie de lire les publications de ta famille. Facebook ou Twitter, parce que la famille et les amis. Mais ouais, il y a des gens que j'aime beaucoup. Mais il y a des gens qui ont des avis sur la société qui vont me sortir de mes gonds, quoi, parce que c'est pas du tout ma vision des choses. Et en plus, dans le monde de la tech, pour le coup, vous me connaissez un peu mes opinions sur certains sujets, mais
on va dire que je suis plutôt d'un bord politique qui penche un peu plus à gauche qu'à droite. Et on va dire que dans le milieu de la tech, pour le coup, je pense que le bord politique qui prédomine est plutôt un bord politique un peu plus à droite qu'à gauche. Et et il y a certaines choses qui vont effectivement plus facilement m'agacer. Pourtant, avec des gens que j'adore, très sincèrement. D'ailleurs, l'article sur le Bitcoin qu'on va traiter un peu plus tard dans ce mug est un exemple parfait de choses qui peuvent cristalliser des débats et des débats que j'ai pas... En fait, je crois que les réseaux sociaux ont ce côté agaçant parce que, en fait, il y a des moments où t'as pas envie d'avoir certains débats. Il y a des moments pour débattre et discuter, et il y a des moments où t'as pas envie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a des moments où j'ai pas envie de débattre. Et j'ai pas envie de lire des opinions. Toi plus vers la gauche, étonnant. Non, mais je penche plus à gauche qu'à droite, je pense. Pas d'accord pour le bord politique dans la tech, en tout cas, si tu regardes les devs, c'est majoritairement à gauche. Je pense que tu serais étonné, Giant Balls. Alors, ouais, non, la tech, peut-être que tu as raison, parce qu'en plus, le monde de l'open source, Framasoft, il y a quand même beaucoup de choses qui penchent à gauche, mais on va dire, moi, je parle dans le monde de la tech, un peu YouTube. On va dire le monde de la tech, un peu entrepreneuriat. Dans ce genre de monde-là, je ressens quand même plus des opinions teintées à droite que teintées à gauche. Alors après, je ne vais pas redéfinir droite-gauche, hein, ça vous faites votre propre définition, mais moi j'ai la mienne et elle me convient bien, on va dire. Discord aurait pas pris une petite place pour discuter des trucs. C'est aussi intéressant d'avoir deux avis différents tout en ne cherchant pas à convaincre et à faire changer de bord l'autre. Oui, non, mais je suis totalement pour la discussion. Mais souvent, ça c'est un truc un peu en vieillissant que je trouve un peu regrettable, c'est que souvent, en fait, mais ça vaut aussi pour moi, c'est on se crée ses opinions, on se crée ses analyses du monde. Et souvent, en fait, on fait pas le boulot de sourcer correctement ces choses et on a vite fait de se mettre en tête des choses fausses. Et ça vaut aussi pour moi. J'ai certainement dit beaucoup de bêtises dans le mug et probablement que peut-être Marion aussi, peut-être Jérôme aussi, peut-être toutes les personnes qui parlent en ligne sur Internet ont forcément dit des bêtises à certains moments parce qu'on a des ressentis sur certains trucs. Et d'ailleurs, souvent, ça arrive. Hein, des fois, on va dire un truc, puis en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. C'est un peu la différence entre le ressenti, l'émotion et la vérité, en fait, les faits. Et des fois, les faits sont très durs à accepter. Tu trouves que les influenceurs tech, c'est majoritairement à gauche, Jérôme? Ah ouais? Ah, j'ai pas cette analyse, hein. Moi, j'ai envie de citer des noms, mais c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de name drop. Mais on va dire que historiquement, beaucoup de youtubeurs tech qui sont là depuis très longtemps, et je vous laisse faire vos noms vous-même, mais quand même, sont plus teintés à droite qu'à gauche. J'ai bossé en informatique, c'était plutôt centriste, voire légèrement à droite. Ouais, moi je ressens plus ça. Concernant les créateurs de contenu tech, je pense que c'est plutôt à droite. Le compte Google Pixel tweet avec un iPhone. Ouais, mais j'ai pas fait cette news, c'est pas très... Si j'étais mauvaise langue, je dirais que plus le niveau d'information sur la tech est en surface, plus c'est à droite. Non, faut pas non plus, je pense, critiquer. Faut pas non plus sortir En fait, je trouve que c'est un peu dommage politiquement de dire c'est à droite, donc il y a une mauvaise analyse des choses. Enfin, c'est stupide. En fait, pour le coup, je te garantis que pour avoir traîné avoir rencontré beaucoup de gens dans la tech qui sont plutôt à gauche, il y a aussi des choses qui sont pas du tout correctes. En fait, c'est là où moi j'avoue que j'ai un peu un pied dans les deux mondes parce que quand j'étais à Toulouse, que je côtoyais beaucoup de gens, on va dire, je côtoyais plus de gens chez Framasoft, Capitole du Libre et tout. En fait, il y a aussi des choses qui m'agaçaient dans ces milieux-là, c'est que le côté entrepreneuriat est parfois un peu inexistant, ou alors il y a un côté très diabolisateur de l'entrepreneuriat qui m'agaçait aussi beaucoup. C'est un peu le fameux débat de est-ce qu'on peut entreprendre et être de gauche en même temps. Aïe aïe aïe. C'est une question que m'a déjà posée Jérôme et on en avait débattu et c'était super intéressant. Parce que ça peut être très paradoxal. Hein. C'est très compliqué. Guillaume, est-ce que tu penses... Ah, tu vois, tu m'as posé la question. Je t'ai anticipé, Pires Dinis, tu vois. Je t'ai anticipé. J'ai pas lu ton message et je l'ai dit après.
tu demandes à quelqu'un de droite, ça te dira que tout le monde est de gauche. Ça vaut R d'affirmer ce genre de truc, c'est toujours biaisé. Mais bien sûr. Mais c'est intéressant. La presse tech est très à gauche. Mais tu vois, j'ai vraiment pas cette analyse, Jérôme, moi. Comme quoi, c'est marrant parce que ça dépend beaucoup de nos biais et de nos visions des choses. Mais je trouve pas que la presse tech soit très à gauche. Alors, rien que le fait que la presse tech soit quand même consumériste, et on l'est aussi un peu à Notech, hein, donc je jette pas la pierre. Pour moi, rien que le fait qu'il y ait du consumérisme, c'est déjà quelque chose qui penche plus d'un côté que de l'autre. C'est marrant de vouloir mettre des gens dans des cases. Alors tu vois, c'est un débat, ça claricule, que je trouve intéressant parce que on dit oui, il faut pas mettre les gens dans des cases. Mais en fait, d'une certaine façon, t'es quand même un peu obligé de poser des... T'es quand même obligé de poser des marqueurs à certains moments. Parce que si tu mets jamais de gens dans des... Alors, il faut mettre des gens dans des cases, l'expression est très péjorative et un peu extrême. Mais t'es quand même obligé de poser des mots sur des choses. Parce que si tu le fais pas, en fait, tu peux pas développer des opinions et des idées. Tu vois, tu es obligé au bout d'un moment de poser quelque chose. Parce que sinon, en plus, je trouve que si tu restes le plus neutre possible, tu tombes dans des dérives un peu de je suis ni de gauche ni de droite, je suis ni teinté de quelque chose, je suis rien du tout, je suis un électron libre. Et en fait, ça marche pas. En fait, ça marche pas. Donc, de toute façon, la gauche, c'est les gentils, la droite, c'est les méchants. Écoute, Pierre-Yves, c'est sur ce beau commentaire qu'on va avancer dans l'article. J'ai mon alarme qui sonne, parce que normalement, je me lève effectivement plutôt vers cet horaire-là. De toute façon, notre société est tellement clivée aujourd'hui que toute personne qui n'est pas exactement de son avis est tout de suite de l'autre bord. Non, pas forcément. Non, parce que... tu vois, contre-exemple, Olek. Regarde le bordel que c'est à gauche pour se mettre d'accord sur des sujets. Tu vois. Et pourtant, ils se considèrent quand même tous de gauche. Merci Jimmy Lafleur pour ton sub. Bon, je vais arrêter de parler de politique parce que sinon on va avoir des messages sur Discord de gens qui préfèrent Léo parce que Léo il parle jamais de politique. Alors que Jérôme et Marion en parlent et donc c'est moins bien. Voilà. Excusez-moi, je mets des taquets, mais j'avoue qu'il y a certains trucs qui m'ont un peu gavé. Donc oui, on en était sur le fait que les gens réduisent l'utilisation des réseaux sociaux à cause de l'anxiété. Donc on était parti de ça. Des internautes qui font primer la qualité à la quantité. Donc l'étude affirme cependant que la diminution globale du temps passé en ligne ne signifie pas nécessairement qu'Internet perde son importance dans les vies de chacun. Avec une moyenne actuelle atteignant 397 minutes par jour, l'internaute mondial passe plus de 40% de sa vie éveillée en ligne. Et ça, c'est un truc qui me choque pas. Ça, c'est un truc que je partage avec Jérôme. En fait, on est aujourd'hui des gens qui sont dans le numérique et dans l'Internet. Donc en fait, c'est normal que Internet prenne de plus en plus de place dans notre vie, ça me choque pas du tout, moi. Les travailleurs non qualifiés passent plus de 60% de leur temps libre à utiliser des technologies connectées, d'accord. Travailleurs non qualifiés, bon, ok. En outre, le temps consacré à des activités IRL, en plus de... C'est marrant qu'ils utilisent le terme IRL. Je l'aurais pas vu sur le blog du modérateur. En plus de celui passé à consommer des médias dits hors ligne, tels que la télévision et la radio, contribuent à la baisse du temps passé en ligne. Très bien. Alors, il y a un chiffre record concernant les données mobiles, on va un peu avancer. Ah mais non mais c'est bon, c'est la fin. Ok. Voilà pour cet article du blog du modérateur que j'ai trouvé assez passionnant. Voilà. Hashtag je suis Léo. Très bien, très bien, très bien. On va avancer, mais je trouve que l'article est intéressant. Je trouve c'est bien de se rappeler que Facebook est encore très important et que c'est pas du tout la mort de Meta. Hein, c'est très important de garder ça à l'esprit. C'est important de voir qu'effectivement que Facebook, excusez-moi, j'avais pas ouvert l'article, que YouTube et TikTok sont les plateformes sur lesquelles les gens passent le plus d'heures, avec Facebook en 3e position. Qu'est-ce qu'il y avait comme stat très intéressante? Le fait que les gens réduisent leur consommation d'Internet. Moi, je trouve que ça dit quelque chose.
je trouve. La claque que se prend Meta en bourse. Ouais, en fait, j'avoue que Meta, en même temps, si j'investissais dans la bourse, si j'étais de droite, non, là, je déconne. Je ne mettrais pas mon argent dans Meta, je crois. Si je devais balancer de l'argent dans une société, je crois pas que je mettrais mon argent, dans Meta. C'est peut-être une très mauvaise analyse, hein. En tout cas, Guillaume, le site de gauche ou de droite te met à droite. Alors, Polyome, en fait, le site qui dit si t'es de gauche ou de droite, si tu tapes Guillaume / tout attaché, je crois qu'il me met à gauche. Et si tu tapes Guillaume / avec un espace, il me met à droite. Donc, voilà. Donc, je suis quelqu'un d'ambivalent. Voilà, bien sûr. Ah oui, c'est ce que je pensais, tu es d'extrême gauche, tendance ultra. Aïe, 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 aïe. Finir à l'heure, c'est de droite, exactement. Exactement. Avançons, sinon on va repartir dans le débat. Le Thunderbolt, nouvel article. Donc le premier article, c'était blog du modérateur. Deuxième article, le journal du geek. Le Thunderbolt 5 sera 2 fois plus rapide que son prédécesseur. Alors là, on revient dans un article très techos, hein. Alors, est-ce que le Thunderbolt est de droite? Vous avez 2 heures. Avec 120 gigabits par seconde de bande passante dans certaines conditions précises, cette 5e génération s'annonce rapide comme l'éclair. Très bien. Vers l'infini et au-delà, bien sûr. Intel vient de dévoiler de nouveaux détails sur la prochaine génération de la plateforme Thunderbolt. Ils n'ont pas encore confirmé le nom de cette future génération. En revanche, on sait que comme le Thunderbolt 4 actuel, elle disposera de 4 data lanes, donc des routes de données, hein. Elle en aura 4, voilà. La principale différence, c'est que la bande passante maximale a été doublée. Elle atteint désormais 40 gigabits par seconde par voie. En fonctionnement normal, avec 2 voies dédiées à la transmission et 2 à la réception, on obtient donc une bande passante bidirectionnelle, celle qui permet aux données de transiter entre les 2 pôles en simultané, théorique de 80 gigabits par seconde contre 40 pour la norme Thunderbolt 4. La cerise on the cake, c'est que cette 5e édition aura droit à une nouvelle technologie de rééquilibrage dynamique. Rien à voir avec la Dynamic Island, bien sûr. Elle permet de convertir temporairement l'une des voies dédiées à la réception en voie de transmission. Concrètement, cela permet d'expédier 40 gigabits par seconde de données supplémentaires à condition de diviser par 2 la bande passante retour. On se retrouve donc avec 2 modes de fonctionnement distincts. Un mode équilibré à 80 gigabits par seconde, 80 gigabits par seconde. Alors c'est plus compréhensible avec le graphique en dessous. Et un mode rééquilibré à 120 gigabits par seconde et 40 gigabits par seconde. Alors ça ne marchera pas pour du transfert de data apparemment, c'est surtout par exemple pour du transfert d'écran et de données vidéo. C'est ce qui est expliqué, je vous montre un peu le graphique. Donc voilà en gros comment ça pourrait se passer pour le Thunderbolt 5. C'est que il peut y avoir un partage de data en émission et en réception, mais le Thunderbolt 5 est capable de se rebalancer, de se rééquilibrer, et en gros, on peut avoir 120 gigabits en transmission et 40 gigabits par seconde en réception. Voilà pour cette techno des Thunderbolt 5. Donc effectivement, ils le disent, hein, c'est plutôt pour l'affichage. Donc ça peut ouvrir la voie à des moniteurs de toute nouvelle génération qui exigent une bande passante monstrueuse, potentiellement supérieure à 80 gigabits par seconde. Moi je vois ça pour des usages professionnels, hein, pour l'instant. On peut citer les écrans 8K HDR qui vont être interdits par l'Europe, hein, bien sûr. Il fallait être là mercredi. Ou des écrans gaming 4K à très haut taux de rafraîchissement. A noter cependant que cette 5e génération va aussi doubler le débit PCI Express. Il va passer à 64 gigabits par seconde contre 32 sur la génération actuelle. Ça va augmenter les vitesses de transfert et les performances. Très bien. Alors, une bonne nouvelle pour les processeurs graphiques externes, hein, les cartes graphiques externes, les eGPU, qui semblent être de nouveau, qui ont un peu le vent en poupe a priori, à nouveau. Parce qu'effectivement il y avait une limite de ces périphériques, c'était la bande passante des câbles grand public. Si la latence le permet, l'arrivée du Thunderbolt 5 pourrait être l'opportunité que les intégrateurs attendaient pour se relancer sur ce segment. Je n'y crois personnellement pas du tout, je ne pense pas que les cartes graphiques externes vont être un marché qui va fonctionner dans le futur, tout simplement parce que on est dans un monde où je pense qu'on tend vers de la dématérialisation. Et je pense aussi que les processeurs graphiques vont être de plus en plus optimisés, à l'instar de ce que fait Apple avec les M1, les M2. Et je pense qu'il n'y aura quasiment pas de demande, à part dans le monde professionnel, pour des processeurs graphiques externes. Alors, dans le chat, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous manifester, mais je ne crois pas du tout. D'autant plus que moi, j'ai été un utilisateur de cartes graphiques externes. J'ai détesté cette expérience, j'ai trouvé ça très très mal intégré et complètement bancal. Donc je n'y crois pas du tout. Voilà.
Voilà, voilà. Oui, les cartes graphiques externes, c'est pour les PC portables en général. Tout à fait. Mais en fait, par exemple, je trouve que pour jouer à des jeux vidéo, je pense très sincèrement que le cloud gaming va devenir hyper important dans les 10 prochaines années. Oui, je sais, toi, Jean-Michel, dans le chat, tu n'as pas une bonne connexion pour le cloud gaming. Je le sais, pas d'inquiétude. Mais effectivement, on peut quand même espérer que dans 10-15 ans, la qualité des connexions Internet s'améliore, que la fibre soit de plus en plus disponible. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le cloud gaming va se démocratiser. La dématérialisation va prendre cher quand la Russie aura coupé les 14 câbles Internet sous-marins. Ah bon? Tu penses? Mais déménage, Jean-Michel. Beaucoup d'amour à tous les Jean-Michel, bien sûr. D'ailleurs, si un jour vous voulez faire une interview par Cloud Gaming France pour avoir votre avis et votre vision sur le sujet, on est là. Écoute, Rodolphe, envoie-nous plutôt envoie-nous ça par Discord ou par email pour ça, parce que là, je sais pas du tout ce que c'est Cloud Gaming France et tout ça, donc envoie-nous un message. On te garantit rien du tout, car nous avons un planning absolument complètement bouclé et chargé. Je vais pas te mentir que notre Trello est très 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 bien rempli jusqu'à la fin de l'année. Donc trouver du temps, c'est un peu compliqué, mais n'hésite pas quand même à envoyer un petit mail. Voilà, c'est fait il y a quelques temps, on a dû louper le truc, je t'invite à relancer. Parce qu'en fait, les mails, c'est par exemple, c'est pas moi qui regarde certains mails. Donc en fait, des fois, ça dépend de si les mails nous sont bien redirigés. Parce que c'est pas Jérôme ni moi qui gérons les emails. Pas tous les mails en tout cas. Pas que les problèmes de connexion, tu ne peux pas modder tes jeux, tu ne peux pas forcément payer un abonnement juste pour jouer. Pour moi, le jeu sur PC sera toujours majoritaire. Ouais, mais tu vois, M-Wendigo, en fait, le modding de jeu, en fait, on est une méga minorité à vouloir ça. Et c'est pas ce que veulent la majorité des gens. La majorité des gens, ils veulent allumer typiquement, Stadia est un exemple, allumer Stadia, lancer le jeu et paf. Voilà, point. Le modding, ça a encore de l'importance. Hein. Moi, je trouve ça génial qu'on puisse modder des jeux, des Skyrim, des Minecraft, des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas ça qui va faire la diff, quoi. C'est vraiment pas ça qui va faire la diff. Quid de l'efficience énergétique du cloud gaming? On en a déjà parlé beaucoup au livre 40. Tu as raison de reposer la question. Nous, notre analyse de ça, on n'a pas les chiffres exacts, mais notre analyse, c'est que c'est toujours plus optimisé d'avoir un data center qui est complètement... qui en fait, les data centers sont très souvent optimisés pour baisser le coût en électricité. Souvent, les data centers sont refroidis, sont correctement refroidis et surtout, ils tournent souvent en autonomie. En tout cas, les gros data centers, notamment ceux des GAFAM, sont en autonomie énergétique grâce à des panneaux solaires. Donc globalement, c'est quand même plutôt de l'énergie verte en règle générale. Donc en fait, l'impact écologique me paraît bien moindre dans des data centers optimisés que chez toi avec ta tour montée. Voilà. Cool d'avoir pu vous suivre en direct pour une fois, j'arrive au boulot. Bonne journée. Bonne journée à toi, Elena 17000. Merci de nous avoir suivis. Le cloud gaming, c'est la suite directe du jeu console, mais le jeu PC restera toujours. Faut jamais dire toujours. Normalement, c'est faut jamais dire jamais. Et il faut jamais dire toujours. Je pense que, par exemple, je trouve que un truc dont je discutais avec le TechMaker hier, la recrudescence du Steam Deck montre qu'en fait, les usages du gaming commencent à évoluer, et même du gaming PC. C'est-à-dire que il y a vraiment un truc un peu daddy gaming aujourd'hui. Daddy et mommy, hein, si vous voulez. Mais bon, c'est encore très masculin, je pense. Beaucoup de papas, de jeunes papas et de trentenaires, en fait, aujourd'hui, achètent des consoles portables, des Steam Deck, pour jouer à des jeux PC, mais pour jouer en mode portable. En fait, le délire du gros PC de gamer qui prend de la place chez toi, en fait, je pense que c'est quelque chose qui disparaît petit à petit. Je me rends compte, en tout cas, à titre personnel, que je suis de moins en moins attaché à mon PC de gamer. Je trouve que c'est un truc qui prend de la place, et j'aimerais vraiment un truc miniaturisé. Genre juste un écran et un truc que je branche derrière en cloud gaming m'irait de plus en plus. Voilà. Et tu vois, Briffon, il le dit, un Team Daddy Gaming. Et je pense que c'est aussi une des explications de la réussite initiale de Shadow. Pas le déclin, mais la réussite initiale de Shadow tient beaucoup à ce public Daddy Gaming. Voilà. Et c'est parce que t'as 30 ans. Mais oui, mais peut-être. Mais enfin, j'ai pas encore 30 ans. Mais
Mais j'analyse beaucoup ça et je pense que c'est vraiment le public qui est en train d'évoluer. Et la preuve en est aussi, c'est que la nouvelle génération, on va dire les ados d'aujourd'hui, en fait, jouent sur téléphone. Ils jouent plus sur des gros PC de gamers. Donc on est un peu une génération encore PC gamer à balle, mais on est une minorité. Alors, on est une grosse minorité, mais on est une minorité. Et c'est le Steam Deck. Mais j'ai pas le Steam Deck, j'ai une autre console portable, moi, qui est très cool. Passer 30 ans, les gros PC, c'est chiant. En fait, c'est ça, c'est que moi, je sais que les gros PC, c'est cool quand t'es étudiant, on va dire, quand t'as pas de copine, tu vois. Mais effectivement, dès que tu veux emménager avec un ou une chérie, hein, bien sûr, en fait, vous voyez, aujourd'hui, moi, dans mon appart, mon PC de gamer, il me fait chier. En fait, on sait pas trop où le caler avec ma chérie. Bon, après, j'ai installé un petit PC de gamer pour ma chérie aussi, hein, comme ça, on joue ensemble et tout. Hein. Je suis pas en train de dire que les femmes ne jouent pas. Attention, attention, parce que je vois des gens déjà me sauter au cou. Non, non, mais voyez, le fait d'avoir des grosses tours, donc on en a une chacun avec ma copine, en fait, c'est un truc qui est un peu chiant quand même dans un appartement. C'est pas quelque chose de très élégant, c'est un peu contraignant. Candy Crush égale gamer. Moi, je mets Candy Crush dans la catégorie des gamers. C'est juste, c'est pas du gaming triple A, mais... C'est relou les gros PC, moi je joue sur la Switch maintenant depuis que je suis chez moi, je n'aurais pas trop la place pour un gros setup. Et je pense que Sam Chasso, t'es typiquement tu es représentatif d'une nouvelle génération et d'un nouveau public en fait. Maintenant, ce qui est sûr, tu vois, Mika Tripler, tu dis j'ai 35 ans, je suis pas prêt de lâcher le PC. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est que les gamers PC sont une minorité très vocale qui donne l'impression que c'est encore un public majoritaire et qui va être beaucoup dans la réactance, comme tu l'as fait, mais je comprends, hein, de dire moi je lâche pas mon PC gamer, les vrais gamers, c'est des gens qui ont des vrais gros PC. Mais ça, je pense que c'est pas la majorité des gens en fait. Tu sais pas où mettre ton PC dans ton appart car tu vis à Paris dans un 15 mètres carrés. J'ai pas un 15 mètres carrés, monsieur papa. Heureusement. J'ai un peu plus grand que ça quand même. En province, tu as un bureau dédié notamment depuis le télétravail. Ouais, mais alors, tu vois, monsieur papa, je vais te contre-argumenter. J'avais mon studio, enfin mon atelier quand j'étais tout seul à Toulouse. J'avais une pièce supplémentaire quand j'étais à Toulouse. Ça me faisait chier d'avoir un PC fixe. Même quand j'avais la place. J'aime pas les grosses tours de PC. Je trouve que en fait, c'est plus ma came, quoi. J'y accorde plus autant d'importance qu'il y a plusieurs années. Je pense qu'il y a un attachement émotionnel aussi de beaucoup de personnes dans la grosse tour de PC parce que je sais pas, il y a un côté un peu réconfortant du truc, mais je pense que c'est en train de disparaître, quoi. Poser par terre sur le bureau, ça prend pas de place. Sous le bureau, non, je trouve que ça prend de la place, moi. C'est encore plus vrai quand tu habites dans une petite surface, la grosse tour, c'est ingérable si tu n'as pas une pièce dédiée. Il y a les boîtiers micro ATX parfaits. Ah, mais ma chérie, justement, elle a un micro ATX. En fait, c'était un PC que j'avais monté à une époque. C'est du micro ATX, mais même le micro ATX, je trouve ça pas méga joli dans un intérieur. J'ai habité différents appart-maisons, seul, en couple, puis avec 2 enfants, ça ne m'a jamais gêné. Après, j'ai jamais eu d'appart ou de maison témoin. Mais attention, hein, je dis pas que mon expérience est l'expérience de tout le monde. Hein. Sous le bureau, ça prend de la place. Tu peux nous expliquer? Bah, une tour, ça prend de la place, même si t'as un grand bureau. Une grosse tour de gamer, ça prend de la place. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Ça dépend des perfs, ils arrivent à faire des PC portables aussi puissants qu'une tour. En fait, c'est ça un peu mon argument aussi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive vraiment de plus en plus à des PC puissants et petits. Donc c'est en ça que je trouve que le côté grosse tour me parle de moins en moins. Avec un petit bureau, impossible de mettre le PC sous le bureau sans se taper les jambes. Ouais, alors moi j'avais un grand bureau quand j'étais à Toulouse. Mais en fait, c'est quand même un gain de place de ne pas avoir la tour qui est pas inintéressant. Hein.
Et si t'es un bon, tu fais ton bureau toi-même avec le PC intégré dedans, mais là on tient de la conception. Ça par contre je trouve ça stylé. Les gens qui font un bureau avec le PC dedans, avec une plaque transparente, plexiglas, et tu vois à travers les composants et tout, ça c'est cool. Mais ça pour moi c'est plus le côté bricolo que je trouve stylé. C'est un truc à côté. Mac mini plus Shadow, petit pas de bruit économique. Ouais, moi je continue de penser que c'est l'avenir, n'en déplaise aux personnes qui sont très attachées à leur PC de gamer. Je continue de penser que l'avenir c'est ça. C'est du dématérialisé. Vraiment. Hein. Faut comprendre qu'un youtubeur ça veut pas une tour RGB, ça veut un appart RGB. C'est un peu vrai. Même la PS5 c'est un monstre. Ouais, vous voyez, typiquement les grosses consoles, moi c'est... Le PC, c'est aussi un budget, un petit PC, c'est un budget monstre. En plus, ça a augmenté, je trouve, le prix des composants aujourd'hui. J'ai un laptop Alienware qui est mon ordi de jeu et de travail, c'est une tuerie. Ouais. La démocratisation des PC portables, elle a déjà eu lieu dans les années 2000. Les grosses tours, c'était une sorte de contre-culture gamer au début des années 2010. Ouais, moi je l'analyse beaucoup comme ça, comme une fierté en fait d'avoir une tour, d'avoir quelque chose de très gamer. Mais je pense que je continue de penser que c'est un peu en train de disparaître. Je suis très attaché à la tour gamer, mais en fait ça me fait chier car ayant un laptop à côté pour gérer les données, les apps, c'est relou. Mingus, faut que tu te fasses un petit NAS ou un petit truc comme ça, un petit stockage mutualisé chez toi et tu serais content, je pense. Pour ceux qui aiment le custom PC, il y a le site internet Jackie PC. Le nom est cool, j'aime bien le nom, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Mesdames et messieurs, nous allons avancer, il est 8h49. On va d'abord faire l'article Bitcoin parce qu'il va être un peu long. Je voulais avoir un débat avec vous qu'on a régulièrement. Parce qu'il est déjà 8h50, donc à voir. Parce que j'ai une petite surprise pour la tartine. J'ai une petite surprise, je vous tease. On va retomber 20 ans en arrière. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc OMG leak, ouais, de fou. Mais avant ça, nous allons discuter du Bitcoin. Et je voulais avoir un débat, parce que là, pour le coup, c'est un débat de société, je trouve. Je vous donnerai mon avis après l'article. Sobriété énergétique, article de CNET. L'Europe envisage d'interdire le minage de crypto-monnaies. Alors attention, pour l'instant, on envisage, c'est pas encore fait. Les États membres sont invités à cibler les mineurs de crypto-monnaies s'ils rencontrent des difficultés d'approvisionnement en énergie pendant l'hiver. Alors, avant de faire cet article, juste pour avoir... Alors ça, c'est comment on pourrait appeler ça ? Le plan d'action. C'est un document de plan d'action de l'Union européenne. Et je trouvais que cette partie, elle n'était pas expliquée dans l'article, donc je voulais vous la lire avant de faire l'article. La consommation d'énergie imputable au minage des crypto-monnaies a fait l'objet d'une attention considérable ces dernières années. La consommation énergétique des cryptos a augmenté de 900% ces 5 dernières années et a plus ou moins doublé par rapport à il y a 2 ans, atteignant environ 0,4% de la consommation mondiale d'électricité. Donc 0,4% de la consommation mondiale d'électricité, c'est le minage de crypto. Donc c'est important d'avoir ce chiffre. C'est un chiffre qui peut paraître faible, moi je le trouve assez élevé. Mais on va en discuter. Donc, dans une Europe sous tension, le jeu de mots est exceptionnel, en raison de la guerre en Ukraine et des difficultés énergétiques qui en découlent, la question de la sobriété est sur toutes les lèvres. Si la chasse au gaspillage d'électricité et de gaz représente un premier levier d'action pour les gouvernements, d'autres solutions sont envisagées pour passer l'hiver sans coupure, notamment interdire le minage de crypto-monnaies. Vers une action immédiate contre le minage, pour mettre fin à la dépendance de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles russes et faire face à la crise climatique, notre système énergétique nécessite une transformation profonde dans laquelle la numérisation joue un rôle central. Ils ont utilisé le bon mot, merci c'est net. Peut-on lire dans le plan d'action de la Commission européenne. Pour résumer, la Commission considère qu'il faut réguler le numérique dont sa part dans la consommation mondiale d'électricité n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie, passant de 4 à 7%. C'est pour le numérique, attention. Donc 7% de l'électricité utilisée dans le secteur du numérique, c'est la conso des crypto-monnaies. C'est le minage des crypto. Seulement, comme tout secteur de l'économie, le numérique affiche une certaine inertie et même avec la meilleure volonté du monde, les changements ne se feront pas ressentir avant plusieurs années. La Commission propose donc aux États membres en difficulté de cibler directement le minage des crypto-monnaies, compte tenu de la crise énergétique actuelle et des risques accrus pour l'hiver à venir. La Commission invite les États membres à même mettre en œuvre, c'est ce que je vous ai lu avant, à mettre en œuvre des mesures ciblées et ambitieuses pour réduire la conso d'électricité des acteurs des crypto-actifs.
En cas de besoin de délestage dans les systèmes électriques, les États membres doivent également être prêts à arrêter l'extraction de cryptoactifs. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un avis un peu tranché là-dessus, mais on peut en discuter. Je continue de penser que les crypto-monnaies aujourd'hui n'ont pas encore prouvé, n'ont pas encore assez prouvé leur utilité pour la société. Alors, certains vont me contredire en me disant « Mais si, moi, j'ai payé ça. Mais si, regarde le Salvador, ils ont mis du Bitcoin. » Le Salvador s'est bien pété la gueule d'ailleurs, on en avait parlé dans le mug, ça n'a pas du tout correctement marché. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, c'est un raisonnement que je trouve logique. Puisque les cryptos n'ont pas encore prouvé leur valeur à l'échelle des sociétés et du monde, est-ce que miner des cryptos dans un contexte de crise énergétique a du sens? Voilà le débat que je pose. Voilà mon ressenti sur la question. Maintenant, je suis prêt à vous lire dans le chat. Je sais qu'on a des gens qui sont très défenseurs des crypto-monnaies. Je connais les arguments des crypto-monnaies. Moi qui aime la vie privée, qui suis sensible à ces sujets-là, je suis d'accord avec vous que les cryptos ont certains avantages indéniables en termes on va dire de modernité sur les échanges. C'est un peu, d'une certaine façon, c'est un peu le nouveau cash, en fait, les crypto-monnaies. C'est un moyen de payer sans être forcément tout le temps tracé. Et c'est un truc que moi, je trouve important. Je l'ai déjà expliqué pourquoi dans le mug. Mais malgré ces avantages, est-ce que miner ces cryptos dans le contexte actuel a du sens? Voilà, c'est la question que je vous pose, je vais vous lire. Vous avez quand même accepté le pass sanitaire, liberticide à suivre. Quoi? Quel est le rapport? Aucun rapport. Les crypto-monnaies ne sont pas de la monnaie. Ok. Le paradis des dealers de drogue. Ça c'est une idée reçue encore une fois. Enfin, pour le coup, oui, il y a des choses sales qui se passent en crypto-monnaie. Mais ce n'est pas la seule raison. Et en fait, je peux très bien te contredire en disant sur Newt, le système bancaire actuel, enfin le système financier actuel, t'inquiète pas que le cash pour faire des trucs sales, il existe encore. Hein. Le blanchiment d'argent n'a pas disparu. Ce qui est logique pour la France, remettre en route toutes nos centrales nucléaires et redevenir indépendants pour notre énergie. Si les cryptos nous servaient de chauffage, ça c'est un autre truc. Faut vraiment être naïf pour croire que tu as une vie privée en 2022, le système entier est fait pour te tracer. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que malgré le fait qu'il y ait des problématiques de vie privée, c'est important de continuer à lutter pour la vie privée. Attends, je remonte un peu dans vos messages. Miner, c'est une manière de se chauffer gratuitement et avec les intérêts. D'accord, mais on est en hiver. Eh ben oui, donc se chauffer. C'est un raisonnement qui est pas forcément... qui est intéressant, d'utiliser le minage pour se chauffer. Est-ce que ça pose pas des problèmes, d'autres problèmes? J'imagine que si. Aujourd'hui en Europe, le minage est en pause, quasi plus de renta. Pour le reste, c'est le même argument que pour les data centers. Ils avancent que beaucoup tournent sur de l'énergie verte ou de surproduction. Pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un homme de paille, ce délire d'énergie verte. Parce que à chaque fois que j'ai pris le temps de me renseigner, en fait, le minage des cryptos n'est pas si vert que ça. Il y a du minage de crypto qui est en énergie verte, mais en fait, c'est une minorité, quoi. L'utilité est toute trouvée. Histoire personnelle que je vis en ce moment, j'ai une société avec 300 000 de trésorerie. En 2019, j'ai oublié de payer 2300 € de TVA. On m'a gelé mes 300 000 € de trésor pour cette créance. Avec les cryptos, impossible de faire ça. Ouais, c'est le côté indépendance, en fait, des cryptos qui est intéressant. Je l'entends, hein, Thibaut 29200. J'entends cet argument. Il est bon, il est vrai. Après, j'ose espérer qu'au bout d'un moment, ils t'ont quand même dégelé ta trésorerie. J'ose espérer que tes 300 000 ont été dégelés au bout d'un moment quand même. À l'heure où on nous parle de sobriété, clairement la crypto est un non-sens. Trop général, le minage n'a pas le même impact s'il est fait près d'une centrale. On n'a pas le chiffre de la consommation d'électricité pour l'Europe, donc on ne peut pas faire de débat. Non, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. On sait que le minage consomme énormément d'électricité, pas forcément besoin d'un chiffre pour l'Europe. Il faut regarder plus en détail quelles cryptos consomment le plus. Si les cryptos les plus consommatrices peuvent devenir écolo, bah pour le coup l'Ethereum a évolué. Le Bitcoin, je crois pas qu'il a encore évolué. Alors, je suis pas à fond crypto, ça a besoin de maturer encore, mais j'ai quand même l'impression qu'ils bannissent le minage juste parce que c'est obscur pour eux et forcément inutile. Tu devrais lire le plan d'action, ils ont pas l'air d'être stupides hein, sur le... Je suis pas fan de cet argument en disant que l'Europe elle comprend rien, donc elle légifère parce qu'ils ont rien compris.
je trouve ça intellectuellement facile. Je pense que tu peux très bien comprendre un sujet, mais légiférer dessus parce que tes priorités sont différentes. Va falloir arrêter de vouloir résoudre les crises en supprimant les libertés. Mais ça, je pense que tu n'es pas prêt, Gépif, mais je pense que déjà la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et en fait, cette phrase est importante parce que on en a bien la preuve avec la crise climatique. Tu es obligé, au bout d'un moment, de supprimer des libertés pour que les gens ne vivent pas quelque chose de compliqué d'ici plusieurs dizaines d'années. Typiquement, il y a eu le débat avec les jets privés. Le fait de légiférer et par exemple, interdire les jets privés, c'est une restriction de liberté. Le fait, par exemple, d'interdire l'arrosage de certains... je crois qu'il y a eu des restrictions d'arrosage pendant les canicules. Ne pas arroser est une restriction de liberté. Mais en fait, la restriction de liberté n'est pas un gros mot. En fait, tant que c'est légitime et nécessaire, c'est pas choquant de restreindre certaines libertés. C'est l'arrosage des golfs, ouais. Restreindre des libertés n'est pas un problème, en fait. C'est quelles libertés sont restreintes. En fait, on peut pas dire la liberté à tout prix. Parce qu'en fait, la liberté, si ta liberté a un impact sur ton voisin, tu commences à avoir des problèmes, quoi. C'est un peu le débat. Alors bon, je vais faire une digression, mais est-ce que tu peux te balader tranquillement avec une arme dans la rue et avoir la liberté de tirer sur des gens, tu vois? Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas avoir une liberté totale. Ça n'a pas de sens. Donc, la question, c'est quelle liberté? C'est ça la question. Désolé, hein, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais c'est pour que tu te rendes compte que la liberté n'a... En fait, le mot liberté n'a aucun sens en soi. Ce qui compte, c'est quelle liberté? En fait, c'est ça, Sani, tu le dis, l'intérêt général prévaut. Ah, maintenant, voilà, encore une fois, à quel point il prévaut? Certains pourraient me rétorquer, ouais, mais regarde en Chine, en fait, tu arrives à des mesures liberticides et qui n'ont plus de sens. Notamment, je sais qu'il y avait une journaliste qui était arrivée en Chine et qui avait expliqué, qui avait relaté le calvaire de la quarantaine quand tu arrives en Chine, où c'était plus que délirant. Daniel Prévost. La liberté s'arrête là où commence celle des autres, car si ta liberté empiète sur quelqu'un, ça veut dire que tu es au pire sur sa liberté, au pire que tu limites sa liberté. Tout à fait. Sur cette question, j'y réfléchissais hier, mais je me disais que c'était loin d'être impossible de nous voir limiter l'utilisation des objets électroniques à 2 heures ou 3 heures par jour dû à l'explosion des prix de l'électricité. Ouais, moi, c'est pour ça que... Alors, j'aime pas comment il est utilisé chez nos personnalités politiques, mais le mot sobriété est pas dénué de sens. Je trouve que c'est un meilleur mot que restriction de liberté, quoi. La liberté est un concept relatif. Non, mais tout à fait. On peut commencer par d'autres trucs, les écrans pubs dans les espaces publics. Ça a déjà été fait, Gépif. Les écrans publicitaires, je crois que c'est passé, confirmez-moi ou pas, hein, mais les écrans publicitaires vont être éteints. C'est les écrans publicitaires ou c'est la lumière dans les magasins? Mais ça doit être éteint entre 23h et 6h du matin maintenant. L'Europe légifère pour l'intérêt du plus grand nombre, le grand public, les citoyens. Or, le plus grand nombre ne pige rien à l'intérêt des crypto-monnaies. Le minage des cryptos consomme des ressources qui pourraient être utilisées pour autre chose. Voilà le raisonnement. Oui, moi, c'est un raisonnement que je partage. Je pense que l'Europe a raison au moins d'y réfléchir. L'Europe a raison d'y réfléchir. Je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que miner des cryptos dans le contexte actuel a du sens? Ma réponse personnelle est, je pense que non. L'idéologie derrière les cryptos, c'est le libertarianisme américain qui a des idées très particulières sur la manière dont l'économie devrait fonctionner. Ils veulent confier l'ensemble des services publics à des acteurs privés. Les cryptos sont des monnaies privées. Les cryptos sont pas des monnaies privées. Par contre, je pense que tu fais une erreur dans ton raisonnement. Tac. La liberté des uns, c'est vous le produit. Non, t'as mélangé des trucs, je crois, mon cher Olek. Moi, je suis sobre, je bois de l'eau. Regarde, je bois de l'eau aussi, c'est incroyable. Tu changes les mots pour ne pas dire restriction, c'est de droite, exactement.
Est-ce que Jean-Michel Footix va accepter tous les matchs en fin d'après-midi pour avoir de la vraie lumière et pas des projecteurs énormes? Je serais curieux de connaître la conso d'un stade le soir. Ouais, c'est... Je sais pas si on peut faire le parallèle avec les matchs de foot. Enfin, là, ça me paraît un peu... un exemple un peu de côté, on va dire. D'ailleurs, est-ce que le studio de Nowtech va commencer la sobriété énergétique avec toutes ces lumières? Quand on va être chevalier blanc, faut avoir le slip propre. Hors sujet. Je pense que pour le coup, on n'est pas responsable... Enfin, en fait, à partir du moment où tu produis une émission, c'est hors sujet total. On n'est pas... je pense pas qu'on fasse vraiment partie du problème. Au bout d'un moment, si tu veux, il faut... et je dis pas ça pour me défendre, je pense qu'en fait, il faut faire des échelles de valeur et de degrés. Est-ce qu'une production Nowtech qui allume des lumières pour avoir une jolie image est responsable au même niveau? En gros, tu vois, en fait, je vais te poser la question différemment. Si tu devais légiférer, tu légiférerais sur des jets privés, sur le minage des cryptos, sur peut-être l'isolation, enfin tu vois, sur l'isolation thermique des bâtiments, ou est-ce que tu légiférerais sur les gens, les créateurs de contenu qui produisent des émissions, va falloir éteindre certaines lumières parce que en fait ça pollue. Ça n'a pas de sens. En fait, si tu veux, pour moi, là, c'est juste taper sur ce que tu vois en premier, mais ça n'apporte rien. C'est comme le débat, on nous avait tapé dessus parce qu'on avait pris l'avion pour certains voyages de presse. Arrêtez, quoi. Enfin, c'est pas... d'ailleurs, on fait l'effort, pour le coup. Maintenant, on a demandé, d'ailleurs, à un voyage de presse récemment, de le faire en train. Parce qu'effectivement... Mais parce qu'en fait, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Allez, déjà, si vous tapez sur quelqu'un, allez taper sur les agences de com'. Parce que ce sont les agences qui créent ces voyages de presse. Et même au-delà de ça, je vous dirais que les voyages de presse, c'est quand même un contexte professionnel. On n'est pas dans un cadre récréatif d'aller à l'autre bout du monde régulièrement en avion, tu vois. Enfin, donc si tu veux, je trouve que c'est un peu un... En fait, je trouve que ça amène un débat là où il n'a aucun intérêt d'être. En fait, c'est ça, c'est que, comme tu dis, localise, on peut aller très loin si tu reproches à tout le monde. Tu vois, tu vas pas aller faire chier quelqu'un dans la rue parce que, je sais pas, parce que il a... Pourquoi tu ferais chier quelqu'un dans la rue gratuitement sur les... Non, t'arrives chez des potes et tu vois que ton pote, il a oublié d'éteindre la lumière chez lui. T'irais faire chier ton pote en disant ouais, t'as laissé ta lumière allumée, tu es un dangereux pollueur. Non, ça a chier en fait. Enfin, ton pote, il va juste te mettre un coup de pied au cul. Oui, ça n'a pas de sens, mais c'est pas impossible que ça arrive. Idem pour nos déplacements en avion, c'est ridicule à côté des politiques et VIP qui se déplacent en jet. Ouais, non, mais c'est pour ça que l'écologie pose des questions de priorité. La priorité, en fait, est importante. Donc tout le monde doit faire des efforts sauf vous, c'est un peu facile. C'est pas ce que j'ai dit, Milka, tu détournes mes propos. J'ai pas dit ça. J'ai dit... Je réfléchis comment je peux répondre à ta phrase. Tout le monde doit faire des efforts sauf vous. Non, ce que j'ai dit, c'est que le plus important, encore une fois, c'est une question de priorité. On doit faire des efforts aussi. J'ai pas dit qu'on ne devait pas faire des efforts. Mais d'abord, discutons de ce qui pollue le plus et de ce qui peut être légiféré plus facilement. En fait, si tu veux, comment tu vas légiférer le fait, parce que tout va passer par la législation, comment tu vas légiférer le fait de, pendant des tournages, pendant des émissions, bah non, on va pas allumer certaines lumières. En fait, ça n'a pas de sens, je trouve. Et encore une fois, il est plus facile de taper sur une chaîne YouTube comme la nôtre que d'aller taper sur, on va dire, des gens qui polluent vraiment et beaucoup plus et qui ont une responsabilité infiniment plus élevée que la nôtre. Guillaume, tu fais aucun effort, tu pourrais faire l'émission dans le noir. En fait, c'est ça, c'est que tu arrives à des non-sens, je trouve. Il me fait rire ton message, Karina. D'accord pour la notion d'échelle, mais il ne faut pas non plus complètement se dédouaner en disant je n'ai pas d'effort à faire vu que toutes les autres font pire. Mais non, mais c'est pas ce qu'on a dit. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? J'éteins les lumières? Enfin, ça n'a aucun sens. Je fais quoi? J'éteins les lumières, on fait l'émission dans le noir. Vous voyez, en fait, je trouve qu'on en arrive à des aberrations. C'est comme si vous disiez aux Français moyens arrête de prendre ta bagnole. Bah non, en fait, il a besoin de sa voiture. Nous, on a besoin de la lumière. Désolé, je m'agace un peu, mais c'est comme si, je sais pas, vraiment, vous allez à la campagne, vous voyez quelqu'un dans sa voiture, vous l'arrêtez, vous lui dites t'es en voiture, tu pollues, arrête.
Le faites pas chez lui. Il est pas... Il fait... Peut-être que oui, tu as une part de responsabilité, mais c'est pas la part principale, c'est pas le plus important. C'est pas lui, ça n'a aucun sens. Il me troll bien, ouais, je vais arrêter de m'agacer, effectivement. Je sais pas, les gens dans le chat, bah arrêtez d'être dans le chat et éteignez vos ordi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vraiment, hein, je suis désolé, mais... Enfin... Ce genre de message, c'est relou. C'est hyper relou. Tu veux arrêter de... Tu pollues? Arrête. Ouais, je suis d'accord, on va avancer. On va avancer, il est 9h08, on va terminer avec un petit article. Je suis d'accord, tu as raison que c'est un peu stérile. Adérion 96. On va terminer les articles, parce qu'il est déjà 9h08, donc on va pas faire tous les articles que j'avais forcément prévus. On va parler juste des petites avancées, c'est pas sponsor Adobe, hein, je vous le dis tout de suite avant qu'on nous accuse encore de certains trucs. Adobe qui met l'IA à l'honneur avec la mise à jour de Photoshop et Lightroom. Alors j'avoue que moi je suis quand même quelqu'un qui utilise pas mal la suite Adobe, enfin Adobe pour le dire correctement. Donc Adobe a tenu sa conférence annuelle présentant les nouveautés pour ses applications. Et il y a des nouveautés que je trouve très cool sur Photoshop et Lightroom, donc c'est juste des petites avancées dont je voulais parler, hein. L'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place au sein des applications de la suite. Donc maintenant avec Lightroom, il va être possible de sélectionner une personne ou un petit groupe. Non, pardon. Avec Lightroom, il est déjà possible de sélectionner une personne ou un petit groupe et de créer un masque sur cette partie de l'image. C'est un truc que j'utilise beaucoup quand je retouche des photos. Je trouve ça extrêmement pratique. Eh bien, ce qui a été ajouté par Adobe, c'est que maintenant, on va pouvoir sélectionner uniquement des cheveux, des dents ou les yeux d'une personne. Ça, en retouche, c'est très très important parce que des fois, on va avoir des différences de luminosité sur des cheveux, sur la bouche, ou même aussi sur des yeux. Et moi, j'avoue que c'est un truc, quand je faisais de la retouche photo, j'avais tendance à augmenter un peu la lumière sur les yeux pour les faire un peu plus ressortir. C'est quelque chose d'assez important. En plus de ce gain de précision, l'application a été entraînée pour détecter les objets dans l'arrière-plan d'une image. Si cette nouvelle fonctionnalité est aussi aboutie qu'annoncée, cela pourrait signer la fin du détourage manuel pour de bon. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Photoshop aussi a de l'IA et elle prend de plus en plus de place. Si depuis l'an dernier, il est possible de sélectionner la zone d'une photo, un objet, un nuage, Adobe annonce qu'il est désormais possible de remplacer cet élément par l'arrière-plan. C'est exactement ce qu'il y a sur les Pixel Phone de Google qui ont la gomme magique. Mais en fait, c'est exactement la même chose que propose aujourd'hui Adobe avec Photoshop. Ils ont mis un petit peu de temps quand même à implémenter cette fonctionnalité. Mais ça arrive. Adobe a annoncé également qu'il sera possible avec la version 24.0 de Photoshop de décomposer une image en un clic. La société explique que tous les éléments d'une photo peuvent être séparés les uns des autres d'un simple geste. Et on va pouvoir aussi améliorer la qualité des anciennes photos avec du machine learning. L'application est capable de reconstruire de vieilles images d'albums de famille. Voilà, et pour l'instant, c'est uniquement disponible en bêta. C'est parce que vous avez des dents dégueulasses, bande de gueux. Exactement, Olek, exactement. Voilà pour cette petite brève sur les ajouts dans la suite Adobe, que je trouve très chouette. Voilà, ouais, tu vois, Fanny, tu dis, le détourage de cheveux, faut que je teste parce que c'est une galère. Ouais, non, mais je trouve effectivement, surtout les cheveux qui ont des pics, en fait, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'effectivement, le détourage donne des résultats pas terribles. Tu dis quoi, Jérôme? Nous sommes conscients du paradoxe de certaines de nos activités, Take Your Time, nouveaux produits, etc. On assume, on a des traces sur le slip, mais pour nous, apporter info et divertissement est quelque chose d'important. Oui, et puis encore une fois, je pense que, pour revenir à ce sujet, hein, c'est vrai que désolé, on y revient, mais je pense que si vous prenez l'intégralité des youtubeurs tech, je pense qu'on fait beaucoup d'efforts. Voilà, je dis ça en nous comparant aux autres, mais je pense qu'on est une des seules chaînes tech qui met quand même l'accent sur le fait de vous dire de ne pas acheter les derniers modèles, sur le Take Your Time, sur le fait qu'on peut être satisfait avec la tech actuelle. Après, voilà, nous ne sommes pas parfaits. Il est évident que le fait de garder le dernier iPhone, pour nous, c'est un usage, on va dire, journalistique, mais c'est quelque chose qui peut nous être reproché totalement. Mais on est d'accord avec Jérôme là-dessus. Je pense qu'on fait des efforts et je pense que vous vous en rendez aussi peut-être pas forcément compte.
Guillaume, le tampon de correction de Lightroom a été aussi grandement amélioré, comme ça tu as encore moins de raisons de te mettre à Photoshop. Très bien, je ne veux pas toucher de Photoshop. Très bien, le logiciel beaucoup trop relou pour moi. C'est marrant la restauration de vieilles photos sur Photoshop, ça donne des gens un peu tout lisses, on dirait des poupées de cire. Ouais, bah il fait ce qu'il peut le machine learning. Hein. Oui, Steven fait des efforts aussi sur la partie écolo et tech your time, bien sûr. Merci Najou pour ton prime, merci beaucoup. C'est clair que dans la sphère YouTube, vous attaquez sur l'écologie, c'est abusé. Oui, mais après je comprends, en réalité, je comprends aussi l'urgence climatique dans laquelle on est va pousser des comportements très agressifs. C'est un débat aussi qu'on a eu à table avec Jérôme là-dessus qui était très intéressant. Sur le militantisme, c'était intéressant. Désolé d'avoir semé la zizanie. Non, mais c'est pas grave. Mais en fait, comprenez bien que c'est un peu pénible de se faire attaquer sur certains trucs alors que... Je dis pas ça pour nous dédouaner, mais je suis vraiment, vraiment convaincu que putain, on est vraiment pas les pires du panier et qu'on est vraiment sensible à ces questions-là et qu'on fait des efforts du mieux qu'on peut à notre échelle. Vraiment, je pense. En vrai, ça sert à rien de se comparer, nous aurons toujours des problèmes de CO2, même si nous sommes tous éco-responsables. Nous ne sommes pas les vrais pollueurs. L'avion, c'est que 2% de la pollution mondiale. Le vrai problème, c'est qu'on trouve encore des tonnes de masques par terre. Non, puis je pense que fondamentalement, le problème est un problème de société et de valeurs et de qu'est-ce qui est le plus important. Le fait que le PIB soit encore un indice utilisé est un non-sens. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que, par exemple, le bonheur humain, certains vont trouver ça un peu gnangnan, mais en fait, moi, je suis assez convaincu. L'indice qui devrait être promu dans nos sociétés, c'est l'indice de satisfaction et de bonheur humain, en fait. À quel point vous êtes content et heureux de vivre dans un pays. Voilà, et ça devrait être le seul marqueur valable. Parce que tu peux avoir une économie... typiquement, les États-Unis sont un bon indicateur de ça. C'est que les États-Unis sont un pays extrêmement riche. Mais putain, les inégalités, c'est creusé, quoi. Au point, justement, hier, j'étais avec Monsieur Greux et d'autres créateurs de contenu. On était ensemble pour un événement. Et il me racontait ses expériences à Las Vegas. Et il me disait, putain, mais Las Vegas, c'est quand même très symptomatique de cette société où certaines valeurs sont mises en avant. Et il disait, mais en fait, tu te balades pas à pied à Las Vegas parce que tu es confronté à l'extrême richesse et à l'extrême misère en quelques pas, quoi. Et que ça, c'est pas des valeurs qui me paraissent bonnes. Et en fait, si la valeur, c'est l'enrichissement personnel à tout prix, la possession matérielle, c'est normal qu'en fait, on pollue. Et en fait, c'est normal qu'on ne s'en sorte pas. Parce que si le bonheur réside dans le fait de posséder toujours plus, tu vas pas... tu vas pas aller très loin, quoi. Les larges acteurs économiques vendant du hardware sont à blâmer pour avoir transformé les conversations sur la tech en une course aux chiffres sans signification et en une culture de la consommation. Cela vaut pour les vendeurs de consoles, de cartes graphiques, des smartphones et j'en passe. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais même nous, à Naotech, on est biaisés par ça. On y est malheureusement sensible aussi aux mégapixels. On essaye de débunker tout ça. Hein. D'ailleurs, sans spoiler la vidéo, mais c'est un truc que je dis, moi, dans la vidéo, sur le 48 mégapixels. En fait, nous, tu vois, typiquement, c'est là où on est content, c'est un exemple parfait, où on trouve que le 48 mégapixels, pour le coup, Apple a réussi à en donner du sens. C'est pas que marketing, c'est pas comme Samsung qui, au début, annonçait des 200 mégapixels, mais qui en fait n'étaient pas très bien exploitables. Là où 48 mégapixels sur l'iPhone 14 Pro, en tout cas, moi j'ai trouvé que la flexibilité que ça t'apportait pour retoucher des photos avait un sens. C'était pas du chiffre juste pour faire du chiffre. Mais par contre, c'est un truc que je vais reprocher effectivement alors Samsung, mais c'est pas les seuls dans le lot, mais des marques comme Xiaomi aussi, qui font des très bons produits, mais ils ont une tendance à aller à la course aux mégapixels, mais en fait, ce qui n'a pas de sens. Ce qui me désole le plus, ce sont les millions de tonnes de produits bas de gamme qui ne sont que des futurs déchets à court terme importés depuis l'autre bout du monde. Pareil,
pour moi, je pense que ces produits bas de gamme ont un vrai souci et devraient être légiférés. Il ne devrait pas être acceptable de créer des produits tech qui sont jetables au bout de 1 an ou deux. Typiquement, les smartphones sont un très bon exemple. Les smartphones très entrée de gamme se mettent à laguer au bout d'1 an et demi, 2 ans, et en fait, les gens, ils en changent, parce que c'est pas terrible, quoi. Ou sinon, commencer à vous mettre à la nourriture végétale, c'est en moyenne 90 à 90% moins d'émissions de carbone. Bah ça, pour le coup, Olivier Roessel, alors là, je parle pour moi, je parle pas pour Nowtech, mais c'est un truc, je fais l'effort. Pour le coup, le bœuf, c'est un truc que je consomme de quasiment plus, en fait. Je pense que ça doit bien remonter à 1 mois et demi. Il y avait un article que j'avais lu qui m'avait un peu fait un tilt là-dessus. Alors attention, je vous dis pas, si vous voulez manger de la viande, je vous ferai pas chier, je suis pas votre père, vraiment faites ce que vous voulez. C'est un cheminement personnel. Mais justement, j'avais vu un article quand j'étais en vacances cet été qui montrait effectivement l'importance, enfin le niveau de consommation énergétique pour la production surtout de viande bovine, en fait, surtout la viande bovine. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je n'en mange quasiment plus. Et même au resto, je n'en mange quasiment plus. Je me limite en gros bah ouais, à du poulet, quoi. Parce qu'effectivement, le poulet est tellement moins consommateur et tellement moins polluant. Mais c'est une échelle délire. En fait, si vous voulez, je dis pas ça pour vous faire chier ou quoi. Mais en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est... et je veux vraiment pas donner le côté moralisateur. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais quand j'avais vu ce graphique, là, je le retrouverai pas. Mais le niveau d'énergie pour la viande de bœuf, il est pas genre 2 fois plus que le poulet, il est genre 10 fois plus, 10 ou 15 fois plus. Pareil, ce graphique m'a par contre réconforté avec certains trucs que je croyais être très polluants, et en fait pas du tout. Typiquement, les bananes. Ça va vous paraître hallucinant. Moi, je m'étais mis en tête que les bananes, ça vient de l'autre bout du monde, que c'était hyper polluant. Bah en fait, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout le fruit le plus polluant du tout. Et ça m'a un peu réconcilié aussi avec les bananes, parce que je culpabilisais un peu. Je me disais, putain, bah, je prends des bananes, mais ça vient de l'autre bout du monde. En fait, non, parce que comme ça vient de l'autre bout du monde, mais c'est optimisé dans des cargos, mais en fait, c'est pas très polluant. Voilà. Ma poule à côté de moi est choquée par tes propos. Perso, ça mérite un peu d'entendre ou de lire des critiques envers Apple parce qu'ils en font pas assez pour l'écologie, qu'on foute la paix à Xiaomi qui inonde le marché. Ah oui, non. Mais en fait, c'est juste que Apple, tu en entends plus parler et Xiaomi, tu en entends moins parler parce que c'est une marque qui fait moins rêver dans le monde des smartphones. Mais Xiaomi est à blâmer, bien sûr, hein. Ça, c'est le lobby de la banane. Bah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, je suis sponsorisé par le lobby des bananes. Voilà, je suis complètement biaisé, bien sûr. Là, ils m'ont fait un petit chèque, hein, 15 000 € pour dire ça dans le mug ce matin. Voilà, il y a du complot partout, hein, vous le savez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas trop bon, c'est un peu sucré. Oui, alors les bananes, oui, c'est un fruit qui est un peu plus sucré que les autres. Le fruit qui dépanne, ouais, les bananes ont un peu ce côté-là. Mais en fait, alors, débat. Vous trouvez pas que les bananes, c'est le meilleur packaging de fruits? Le packaging, il est 10 sur 10. La banane, tu peux la mettre dans ton sac. Bon, il faut faire gaffe qu'elle s'écrase pas par contre. Mais tu la mets dans ton sac. La banane, bam, tu l'épluches, tac, tac, hop, c'est pratique parce que tu peux l'éplucher, mais tu peux garder un endroit où tu touches pas le fruit. 10 sur 10. Meilleur packaging du monde. Alors que tu compares à, je sais pas, la pomme. C'est pas... Alors, le packaging est ok, mais t'es obligé de la laver, ta pomme, tu vois, c'est chiant. Tu compares les fraises. Le packaging, il est pas dingo, parce que les fraises, si tu les mets dans un sac, elles s'écrabouillent. C'est pas terrible. Les oranges. Les oranges, ça va. Les oranges, c'est 8 ou 9. C'est ok. Ok, les oranges. Si elles sont épluchables facilement, c'est ok. Le mug d'aujourd'hui est lunaire. Ah, mais c'est bon. Écoutez. Non, je vais dire un truc, mais non. Non. Faut que j'arrête. Sinon, je relance des débats. L'eau utilisée pour nourrir le bétail, c'est principalement de l'eau de pluie. Gna gna gna, ok. La banane et la boîte de sardines. Ah, j'ai pas le sketch, j'avoue. Je suis allergique à la banane. Par contre, la peau de banane, c'est hyper bon pour les rosiers. Très bien, Fanny. On peut être allergique à la banane, je savais pas.
La peau de banane est assez épaisse pour le transport, suivi facilement, plus résistant que certains agrumes et pas plein de jus. Je valide. Non, mais vraiment 10 sur 10 la banane. Mais la banane n'est plus disponible en local pour les Français de métropole. Je crois pas qu'on élève des bananes en métropole. Ouais. Et dire que c'est ok, c'est en anglais, c'est pas français. Oh là là, mais Darkamin, mais c'est bon, mais... Regarde, tu vois, Darkamin, je vais te faire exploser. Is ok. À partir de maintenant, je vais dire is ok. Donc, je répète, la banane, emballage exceptionnel. La pomme, emballage un peu moins bien, mais is ok. Voilà. Ah non, alors là, je suis désolé, mais alors dire oui, ok, c'est un anglicisme. Oh là là, c'est bon quoi, nevermind. Nevermind, is ok, hein. Is ok. Bon, je vous propose qu'on passe au next article. Non, pardon, qu'on passe à la next rubrique de l'émission. Parce que bon, là, après, j'ai un petit call à SAP avec une entreprise, je crois. C'est ça, Jérôme, on a un petit call pour se faire un petit one-to-one. Voilà, parce qu'il faudrait que je sois back au studio juste après. Enfin, voilà, on a du taf, quoi. On a du work to do. On a même beaucoup de work in progress en ce moment. C'est le Trello, vous verriez comment il est full. Trello, putain, il est full. On a un nombre de tasks. Vraiment, là, il faut qu'on tasque un max. Hein, vraiment, maximum. Donc, ouais, voilà. C'est beaucoup de choses à faire. Et avant de passer, bien sûr, à la suite, hein, bien sûr. Oh non, mais je suis en feu, là, aujourd'hui. Ah, je suis on fire. Pardon. Ah ouais, le petit brainstorming, là, qu'on va faire après. Ouais, c'est bon. Bref, je vous propose qu'on passe à la cerise. C'est une cerise qui va être très, très cool. Oh merde, j'ai dit cool, c'est encore un anglicisme. Je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. Je vous propose qu'on passe un petit moment où si vous voulez nous soutenir, eh bien n'hésitez pas. Si vous aimez nos anglicismes le matin, n'hésitez pas, vous avez plusieurs moyens de nous support, hein, évidemment. Vous avez le Patreon et vous débloquez plein de trucs trop cool, hein, notamment les salons de discussion réservés aux contributeurs sur Discord, le live, désolé c'est encore un anglicisme, contributeurs tous les jeudis, les vidéos en avance, le vide-grenier, donc plein d'avantages si vous contribuez, et en plus l'avantage de nous faire énormément plaisir, de soutenir l'emploi, de nous permettre de garder une certaine indépendance. Voilà, vous pouvez nous soutenir aussi en sub Twitch et en YouTube Member, n'hésitez pas. Voilà, et le lien est mis par la modération dans le chat, donc n'hésitez vraiment pas à nous soutenir. J'appelle le manager Nowtech, faut détendre Guigui. Exactement. Oh non mais, oh là tout à l'heure ça m'a chauffé, les trucs sur l'écologie ça m'a chauffé, ah je suis désolé. Mais alors si on rajoute un coup d'anglicisme, alors là c'est pas possible. Alors là je casse tout, hein. C'est bon. Je casse tout. On va donc passer à la tartine, c'est parti. Petite tartine, retour en arrière, 20 ans dans le passé. Alors, je me suis permis de manger un petit carré de chocolate, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Vous allez voir, c'est trop cool. Ce qui est très marrant, par contre, c'est que j'ai réussi à casser avant le mug ce que je vais vous montrer. Mais heureusement, j'ai réussi à le réparer. Mais c'est très rigolo que j'ai quand même réussi à casser un truc qui normalement est pas trop cassable. Je sais pas comment j'ai fait. Si, en fait, je sais très bien comment j'ai fait. On va redécouvrir ce matin Windows 95, mesdames et messieurs. Et je vais remettre le mixage stéréo pour que vous puissiez réentendre les bruits. Donc, c'est un truc qui avait déjà été... qui était déjà disponible. Mais la news, c'est que c'est enfin disponible sur macOS et Linux. Donc, si vous voulez vous faire un petit retour dans le passé, eh bien... vous pouvez le faire maintenant sur macOS et Linux, mais je vais vous le montrer, parce que nous on est sur Windows, je vais vous le remontrer sur Windows. Alors attendez, parce que par contre le problème c'est que il faut que je gère ça. Donc je vais démarrer le petit Windows 95 tous ensemble, ça va être assez incrédible bien sûr. Attendez par contre. Donc je vais enlever Vivaldi, capture de fenêtre, Windows. Voilà, Windows. Oh, mais il me l'a détecté tout seul. Très bien. Ah, il me l'a pas mis au bon endroit. Ah merde, mais il m'a décalé le truc. Attendez, CTRL-C. Navigateur, CTRL-V.
On va le mettre ici. Hop. Le petit Windows 95. C'est pas mal là, vous le voyez en grand, hein, tout va bien. Alors par contre, attendez, je vais l'enlever ici. Ok. Ok. Vous voyez, c'est bon, Windows 95, vous voyez mon gros curseur. Vous êtes chaud. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le mec qui a créé, qui a fait l'émulation, il a rajouté des petits jeux. Par contre, je vais vous baisser le volume, sinon ça va vous... Ah, mais il est déjà baissé. Ah, écoutez bien ce petit son là. Est-ce que ça vous avait pas manqué ce petit... Ding. Bon week-end à ceux qui y vont en tout cas. Utilisez Windows 95 plutôt que le 11, ça c'est un vrai acte de sobriété. Exactement. Donc effectivement, petit retour dans le passé, Windows 95. Et moi, le premier truc que j'ai fait, parce que j'ai un peu testé tout à l'heure, c'est ça. Regardez, d'aller dans les propriétés. Hop, propriétés. Et évidemment, et alors ça, moi en fait ce qui est rigolo, c'est que je sais qu'on a des personnes qui sont un peu plus âgées que moi dans le chat. On sait qu'il y a des gens qui ont plus 35-40 ans, voire plus. Et en fait, moi quand Windows 95 existait, je devais avoir... Ouais, entre 5 et 10 ans. Et alors, le temps que j'ai passé à regarder ça. Mais alors ça, mesdames et messieurs, je vous jure que ça, je pense que j'ai passé, très sincèrement, le caillou c'était quoi? Ah oui, ça te renversait. Je pense que j'ai passé des heures à regarder cet écran de veille. Parce que vraiment, c'était... incroyable pour moi, incroyable. Voilà. Alors, et je sais qu'il y avait pas mal de petits easter eggs, de petits trucs connus. Maman, je fais de l'ordinateur. Non, mais c'était vraiment l'époque. Hein. Et moi, ça, j'avoue que je trouvais ça trop cool. Donc voilà pour le fond d'écran. Il y en avait d'autres, rappelez-vous. Il y avait le 3D texte aussi, où on pouvait configurer. Genre, par exemple. Ah putain, mais c'est un QWERTY. Oui, il est configuré en QWERTY. Abonné. Il est où le Z? Ouais, abonnez-vous. Texte, machin, et hop. Vous en rappelez? Oh putain, il est rapide. Oh, mais c'est vrai que ça, c'était dégueulasse à l'époque. Hein. Attendez, settings. On va le ralentir un peu. Là, on va le mettre très large. Résolution max, parce qu'on a une méga carte graphique du plaisir. Hop là. Ça aussi, putain, avec les... ça, je sais que mon père, quand j'étais petit, je vais pas raconter trop ma life, mais il m'emmenait chez des amis qui avaient justement une petite entreprise. Donc, il mettait le nom de l'entreprise. Donc ça, vous voyez, c'est bien le genre d'écran où... tiens, je vais le mettre au maximum. Où il y avait genre... vous savez, les noms d'entreprises informatiques, genre... Putain. Genre Informatix 2000, par exemple. Informatix... Ça a marché? Est-ce que le Verunum, il est activé? Si je fais ça. Ouais. Vous voyez, genre Informatix 2000. Hop. Voilà, ça c'était toute mon enfance là. Les petits noms d'entreprises comme ça qui tournaient sur les PC, des entreprises, etc. Ça c'était incroyable. Et le texte, tu pouvais le faire défiler. J'avais écrit ça va vite en super rapide. Ouais. J'ai Windows 95 en 98. Les licences étaient si chères. Je suis resté longtemps sous 3.11. Ok. Mairie de Neuilly-sur-Seine, ouais, c'est un petit peu ce feeling-là. Levez les mains toutes celles et ceux pour qui c'est un documentaire sur la préhistoire, ceux qui vont regarder. Ouais, je suis très curieux. Est-ce que des gens dans le chat n'ont pas connu cette époque? Est-ce qu'on a des gens qui sont un peu jeunes là dans le chat? La blague pour les collègues. Oui, c'est vrai que tu pouvais faire des blagues aussi. Donc effectivement, il y avait les... Ah, par contre, ce fond d'écran, on va totalement le changer. Attendez, wallpaper. Ah oui! Oh, les nuages! Qui étaient complètement... qui étaient complètement buggés, ce truc. Display Center. Ah là 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 là, c'était si dégueulasse. Avec la mosaïque qui était buggée comme ça. Putain, j'en ai vu des ordi comme ça. Je connais juste XP. Donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, le mec s'est cassé le cul. Ah putain, les bruits d'erreur. S'est cassé le cul à refaire Netscape, mais je crois pas qu'il fonctionne hein, pour le coup. Ouais, il dit qu'il a pas internet. J'espère que le bruit est pas trop fort. Attendez, je vais essayer de le mettre vraiment au minimum. Parce que sinon, ça va péter les oreilles. Voilà. Le son. Ouais, le son, ça vous rappelle des souvenirs. Et donc, le gars, il a rajouté des trucs. Par exemple, Wolf 3D. Avec... Putain, c'est vrai que les trucs se démarraient comme ça. Il y a Doom aussi. Readme, Setup. Est-ce qu'il est installé si je clique sur Doom? Est-ce qu'il fonctionne? Ou est-ce que j'ai tout pété? Windows 95 à ce côté. Attente, donc envie, ça faisait rêver. Ah, il a réussi à mettre un Doom dessus. Ah, attendez. Oula. Attendez, comment... C'est les touches fléchées? Ah oui, New Game. Ok, est-ce que ça marche? Ah, attendez, pour accéder...
pour avancer. Ah putain, il fallait avancer à la souris. Ok. Ok, ok. Ah oui, j'avance à la souris, c'est très déroutant. Là, il y avait une armure. Ouais, Doom, j'y ai un peu joué quand même. C'est pas mon époque du tout, mais j'y ai joué. Ça, c'est quoi les trucs rouges? Ok, c'est rien. Ouais. Incroyable. Oui, c'est clic pour tirer, je peux péter les barils. Ouais, ouais, ouais. Et là, il devrait y avoir des monstres normalement, non? Faut... Merde, comment on ouvre la porte? Faut pas tirer pour ouvrir la porte? Je croyais. Ok. Donc voilà. Alors, est-ce que je peux échapper? Est-ce que je peux reset la machine? Parce que là, le problème, c'est que je sais pas du tout quel est le raccourci pour se barrer. View, reload, Windows, machine. Reset. Alors, est-ce que ça va marcher? C'est pas encore parfaitement au point, on va dire. Ah oui, voilà. Ce qu'il faut que je fasse, c'est reset state pour revenir comme avant et start Windows. Voilà, comme ça, il revient au truc. Touche turbo pour quitter la... Ça avait été une campagne de lancement de fou aussi à l'époque, ce Windows avec son menu démarrer, avec en compo musique, des pubs télé, des Rolling Stones. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Petit menu démarrer à l'ancienne. C'était l'époque où on faisait des vrais menus démarrer, où c'était pas le bordel. En vrai, c'est vrai qu'il était très lisible ce menu démarrer quand même. Ça, je dois bien le reconnaître. Moi, un truc que, vous voyez, qui me rappelle mon enfance, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai vraiment le souvenir de mon père qui jouait au solitaire tout le temps. Mais tout le temps. Et vous vous rappelez l'animation aussi qu'il y avait quand il y avait les cartes qui se battaient. Enfin, qui étaient battues. Et ça, c'était quelque chose quand même. Hein. Hop, solitaire, je l'ai vraiment séché comme un... Enfin, j'ai vu mon père y jouer beaucoup et moi aussi, je l'ai un peu séché. Je n'avais jamais compris les règles du free cell. Moi non plus. Le démineur, par contre, j'ai toujours trouvé les règles très compliquées. Attendez, je vais quitter. Start, Programs. Sim Tower? C'est quoi ça? Oh! Wow! Oh, pardon pour le bruit. Putain, ça m'a fait sursauter. Désolé pour le bruit, il m'a fait peur. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir? Online service, flipper sur XP. Ouais, désolé pour le jumpscare, désolé. J'avais pas, parce que comme j'avais reset, j'avais pas. Funpack 3D? Qu'est-ce que c'est Funpack 3D? J'ai envie de cliquer. Ah! Oh! Ah, mais oui, je l'ai lancé tout à l'heure, c'est déjà en 3D. J'avais codé un solver de démineur. Clock à ta place. Ok. Wouah, la musique! Attendez, je vais juste baisser le volume par contre, parce que sinon ça va vous exploser les oreilles. Alors, il y a quoi comme jeu? Meteor Gunner. Ah tiens, ça a l'air bien ça. Left arrow, machin, d'accord, ok. Oh, la musique là, le banger! Oh là 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 là. Daft Punk, hein. Up arrow, Z key, trust. Ah, c'est C pour. Ah oui, d'accord, mais ça se joue pas à la souris. Attendez. Waouh! Oh, c'est le futur là. Oh, let's go! Attendez, il y a un truc là. Incroyable! Ah, mais il faut faire un stream là-dessus, hein. J'ai réussi à le toucher? Ah oui, j'ai réussi, je crois. Oh, le live gaming inattendu. C'est bon, Jérôme, tu vois. Petit live gaming là. Tu disais qu'il fallait qu'on en fasse. Oh là 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 là. C'est incroyable. Alors, il y a d'autres touches. Ah, on peut voir derrière, ok. Ok. J'aurais dû prendre le temps de plus lire les touches. Ah, attendez, ils sont où les astéroïdes? Putain, la 3D, incroyable. Ah, bah, il a disparu. Bah, très bien. Incroyable. Mieux que Star Citizen. Ah bah, Star Citizen peut se rhabiller. Hein. Comment on peut quitter? Contrôle Alt Supre. Ah non. Non, c'est une mauvaise idée. Ça le fait sur l'ordi de base. Ouais, pareil, il faut redémarrer complètement la machine. C'est quoi? C'est reset? Reset et restart. Non. Reset. Ça galère à chaque fois. View, reload. Ah, j'ai tout pété. Attendez, je redémarre. Ah, voilà. Settings, reset state, start. Ah, attendez, je vais juste baisser le volume pour pas que ça nous réexplose les oreilles. Hop. Voilà, très bien. Ding. Qu'est-ce que vous voulez voir? Il y a un truc que vous voulez voir avant qu'on termine le mug ou pas? On est d'accord, le cloud gaming n'est pas indispensable. Voilà les vrais gens en local. Ah bah là, cheats. C'est quoi les cheats? Ah d'accord, ok, c'est rien du tout. Clouds, config.
Welcome, settings. Regardez le panneau de configuration, comment il était à l'époque. Ça, c'était un banger. Hein. En vrai, les icônes ont un certain charme, je trouve, maintenant. Le screensaver avec les canalisations. Ah, tu veux voir celui-là? Ouais, vas-y. Le screensaver, celui avec les canalisations, c'était lequel? C'était les pipes. Et il y a quoi comme settings? Pipes multiple, résolution max, pipe style traditionnel. Ok, vas-y. Ah, celui-là, il est... C'est vrai que celui-là, il était quali, hein. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien de l'article à OnOffWeb? Ou sinon, je vais te le mettre dans le chat. Ça, moi aussi, hein, ça me passionnait hein, de regarder ça. Il n'y a pas de Duke Nukem dessus, je crois. Ah, merci. Ouais. Le démineur, vous voulez voir le démineur? Ok. Ok. Alors, ils sont où les jeux? Non, ils sont là. Shortcuts to game. Wolfenstein. Ah, mais oui, il y a Wolfenstein, c'est ça que vous vouliez voir. Les jeux, ils sont où? Ils sont programme. Non, accessoires. Ah oui, ils sont là, accessoires. Putain, les jeux sont des accessoires. C'est marrant la logique de l'époque. Vous voulez voir le Minesweeper? Ah, le démineur. Alors, on se fait une petite game. Là, c'est live gaming, c'est parti. Je peux le mettre en grand? Non, on peut pas, il est en tout petit. Alors, ok. Alors, moi, le démineur, c'est un jeu que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Normalement, ça veut dire que à une case du 1, désolé, alors c'est un peu petit, hein, mais je peux pas l'agrandir. Mais on est d'accord, le démineur, c'est qu'à une case du 1, il y a une bombe. C'est ça que ça veut dire. Hein. Là, ça veut dire que à 2 cases de cette case, il y a une bombe. Oui, c'est ça. Hein. C'est en fait, c'est à combien de cases il y a... Non, pas du tout. D'accord, alors expliquez-moi. Parce que c'est un jeu, gamin, je ne l'ai jamais compris. C'est le nombre de bombes autour, c'est ça? Donc ça veut dire qu'autour du 1, il y en a une. Autour du 2, il y en a 2, c'est ça? Il y a une bombe dans... Donc en gros, ça veut dire que si je clique ici, je me fais poutrer les fesses. Ah non. Alors je comprends toujours pas le jeu. C'est à une bombe dans un carré autour ou c'est une bombe en genre à droite, haut, gauche, bas? La diagonale compte. Non, alors là je le fais exprès. Donc ça veut dire qu'ici il y a une bombe. D'accord, ok. Alors on va relancer. Ok, donc là ça veut dire qu'il y a 2 bombes autour. Mais les diagonales comptent. Donc on va pas continuer là-dessus. Là j'en ai dégommé plein, c'est trop cool. Dans les angles, il n'y a jamais de bombes. Je crois que c'est ça. Hein. Il y a une astuce comme ça. Ah, il peut y avoir des bombes dans les angles. Ok, très bien. 1. D'accord. Donc là, ça veut dire que autour de ça, il y en a une. Donc là, en fait, si je fais un clic droit, ça veut dire qu'ici, il y a probablement une bombe. Et si on a 3 autour d'ici... Ah oui, il y en a 3, ça veut dire qu'il y a des bombes autour là. Est-ce que... Dites-moi dans le chat, je vais prendre juste, je vais faire une pause pour être sûr. Mais on est d'accord. Ah non, il peut y en avoir une ici aussi. Uh-huh. 20 ans plus tard, Guillaume comprend enfin le démineur. Oui, parce qu'en fait, 3, mais tout autour. Donc ça veut dire que... En fait, ça veut dire que dans cette zone, il y en a énormément. Elle peut être là, 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 là ou là. Ok. Si on a une autour ici... Si tu cliques avec les 2 boutons, tu découvres la case adjacente de son drapeau. Peut-être un peu con, on est d'accord que l'article n'anime même pas le lien. Il faut aller sur la source pour avoir le lien. Tu peux cliquer droit pour marquer une bombe que tu as repérée. Très bien. Mais là, par exemple, typiquement, comment j'avance? Parce que c'est là où j'ai toujours galéré à le comprendre, le jeu. C'est que, en fait, au bout d'un moment, je vais devoir... En fait, t'es obligé de prendre des risques, non, quand même, dans le jeu. Tu peux pas toujours être sûr à 100%. Joue autour du 2. Ouais, mais ça... Si je joue autour du 2, ça veut dire que la bombe, elle est là, là, là ou là. Donc, comment j'avance? Oui, on est d'accord, il faut qu'on tente. Il y a une part de chance. D'accord, mais en fait, c'est ça. Moi, gamin, je comprenais pas qu'il y avait une part de chance. Alors, s'il y a 3-1, ça veut dire que la proba, elle est faible. Donc, typiquement, on pourrait jouer un truc là. Ouais, d'accord. Par contre, s'il y en a 2 ici, je pense qu'il y a effectivement des bombes ici. Le mieux, c'est de commencer la game par les 4 côtés. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Typiquement, ici, ouais, d'accord. T'es des mineurs, t'es pas comptable. Oui, tu prends des risques. Ok. C'est une version en ligne? Non, c'est pas en ligne, tu l'installes et tu peux avoir en Windows 95. Très bien. Je finis la partie de démineur, on arrête le mug.
C'est pas 100% au pif. Ouais, ça j'ai compris. J'ai compris que typiquement ici, par exemple, entre le 1 et le 1, il y a quand même une très grosse proba qu'il y ait une bombe. Faut que je fasse le coin, ok. Donc 1, ça veut dire qu'il y a une bombe autour. Ah, là j'en ai débloqué plein. Ici, on est d'accord qu'a priori, il y a une bombe, vu qu'elle est entourée. Et là, ça veut dire qu'il y a 2 bombes autour. Donc, si on a une, on peut légitimement penser qu'il y en a une là. Perso, à l'époque, les ordi ne m'intéressaient pas du tout. Je passais mon temps à faire des jeux de rôle. Les jeux vidéo étaient trop limités. Ouais, ok. Presque un peu border, tape la golec, mais ça va. Mais ouais, mais typiquement, là, je suis obligé de prendre un risque. Ouais, je suis obligé de taper un peu dans le vide. Il y a une bombe autour d'ici. Ah non, bah non. Bah j'ai perdu. Non, en vrai, je vous assure, c'est pas lisible pour moi, hein. Je trouve ça hyper compliqué de capter comment je peux jouer safe là. Comment j'aurais pu mieux jouer. Parce que là, il y a des bombes. Vous voyez, en fait, typiquement, je vous explique. Je comprends pas pourquoi, alors désolé, c'est vraiment petit, mais je comprends pas pourquoi entre le 2 et le 3, il n'y aurait pas une bombe. Alors, si, je comprends, mais comment tu peux la jouer safe là? Il n'aime pas les bonnes déductions. Non, mais probablement, hein. Mais pour moi, c'est pas évident. Peut-être faut que je m'entraîne. Le deuxième 2 à droite. Alors, le deuxième 2 à droite, t'aurais pu cliquer dessus assurément. Bah, c'est là où je comprends pas. En fait, bah tu vois, alors, typiquement, les gens, pourquoi ici, il y a un 1? Pourquoi il n'y a pas de bombe à côté? Genre, là, il y aurait dû y avoir une bombe. Là, ici. Pourquoi il n'y en a pas? Ça n'a pas de sens, vu que la case est entourée de chiffres. Il y en a une, et pourquoi il ne l'a pas affiché? Ah, et quand tu mets un drapeau, il te l'affiche pas? Mais quand tu mets un drapeau, il te l'affiche pas à la fin, c'est ça? Ok. D'accord, ok. Elle est sous ton drapeau. Ouais, mais c'est pas clair, il devrait t'afficher les bombes. Il devrait t'enlever les drapeaux. Il y a une bombe, tu l'as désactivée avec le drapeau. Ah, mais quand tu mets un drapeau, ça te désactive. Le drapeau veut dire j'en ai une ici. D'accord, ok. Le drapeau à la fin, c'est que t'avais bon. Ok. Ok, très bien. Bah écoutez, c'était très cool de faire ce petit retour en arrière avec vous, très rigolo. N'hésitez pas à essayer ça, hein. C'est très sympa de se replonger quelques minutes un peu dans le passé. Qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Non, je vais rien vous annoncer parce que c'est pas dépendant de notre volonté, certaines publications de vidéos. Donc, il y a des vidéos qui arrivent bientôt. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, écoutez, chez qui je vais raid? On va regarder chez qui je vais vous envoyer. Je vais faire un live gaming des mineurs. Je suis sûr qu'il y aura un public pour des vieux live gaming comme ça. Alors, je vais couper le volume du mix stéréo parce que c'est le genre de truc qu'on va complètement oublier. Il y a Flonflon qui est en live, il y a Bastille. Oh, je vais vous envoyer chez Flonflon. Je vais vous envoyer chez le Flonf. Hein? Allez, je vous envoie chez Flonflon. Des bisous les gens, merci d'avoir suivi le mug. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.